OK. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer cette soirée. Donc, il y a encore des gens qui continuent à arriver. C'est correct, on va les accueillir comme ça. J'espère que vous êtes bien installés, confortables. Donc, bienvenue à cette soirée d'échange avec les candidates et candidats aux élections municipales pour le district d'Ascot. Donc, je m'appelle Jérémy Gaulin. Je suis agent de concertation et de coordination pour la table Ascot en santé. Puis ce soir, je vais assurer la co-animation avec ma collègue Aïssé. Aïssé, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Café Baobab. Donc, comme Jérémy l'a dit, moi, mon nom c'est Aïssé. Je suis infirmière clinicienne et je suis citoyenne aussi d'Ascot. Je suis également la fondatrice d'une plateforme qui s'appelle Black Estrie, qui fait la promotion de la culture noire ici dans la région. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette soirée avec Jérémy ce soir, que j'espère que vous allez apprécier. Merci. Maintenant, je vais présenter nos trois candidates et candidats. Donc, Geneviève Laroche, qui est candidate avec le parti Sherbrooke Citoyen. Ensuite, Karine Godbout, qui est conseillère sortante et candidate indépendante. Bonsoir. Puis Christian Bibeau, qui est candidat indépendant. Allô. Donc, ce soir, on est à deux endroits en même temps. Donc, on est ici au Baobab, notre café de quartier, mais on est également en diffusion sur Facebook Live. Donc, on salue tous les participants en ligne, puis merci d'être avec nous ce soir. On est vraiment content de nous accueillir. Maintenant, soirée d'échange, c'est quoi? Donc, cette soirée d'échange-ci, ça va être une opportunité qu'on va partager ensemble de poser les questions des citoyennes et des citoyens qui les tracassent, qui ont envie de connaître l'avis des candidats là-dessus. Donc, c'est notre opportunité à nous, dans le quartier d'Ascot, de questionner avec curiosité, avec des questions qui vont se vouloir bienveillantes, respectueuses, puis dans un cadre qui va être aussi sécuritaire et de non-jugement. Donc, ce soir, la soirée d'échange, ce n'est pas un débat. Donc, on va se distinguer des débats que vous avez peut-être visionnés dans le passé, soit dans le cadre de ces élections-ci ou des élections provinciales ou fédérales. Donc, on n'est pas un débat, ça va être vraiment une période de questions qu'on va adresser aux trois candidates et candidats. Ce soir, les intentions de l'activité, c'est de rapprocher les communautés des élus et de la communauté politique. Ensuite, on souhaite mettre en valeur les voix des citoyennes et des citoyens dans ce contexte d'élection, dans un environnement, comme je l'ai dit, sans jugement, sécuritaire et respectueux. Enfin, on souhaite soutenir la prise de décision dans le cadre des élections afin que tous les citoyens et citoyennes d'Ascot se sentent concernés et aussi soient en mesure de faire un choix éclairé, puis qui vont les satisfaire. Donc, pour certaines personnes, ça va être la première fois que vous assistez à une soirée comme ça, en proximité avec les candidates et candidats aux élections, avec peut-être le milieu des politiques en général. C'est le cas pour moi, puis je me retrouve dans une posture d'animation. Donc, on va vivre ça ensemble, ce moment-là. L'activité a été organisée en collaboration avec Ascot en santé, donc la table de quartier, du quartier Ascot, mais aussi de la concertation et Collara Communauté. Donc, on est des tables territoriales qui rassemblent des partenaires, des citoyens qui agissent ensemble sur les territoires afin d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de tous les citoyens et citoyennes, mais aussi des partenaires. Le rôle des tables de quartier, donc, qui entre en adéquation avec l'organisation de cette activité-ci, c'est de donner des opportunités de participation aux citoyens pour qu'ils fassent de leur quartier un quartier qui est à leur image. Le comité organisateur est composé de personnes issues des deux tables de quartier. Donc, d'abord, on y retrouve Marie-Soleil Pinsonneau, qui est agente de développement pour Concertation et Collara Communauté. Est-ce que tu veux dire bonjour? Super. Ensuite, Charlène Cohen, qui est intervenante pivot pour le local de quartier 612, entre autres, qui travaille pour le Carrefour Accès Loisirs, qui est à l'accueil. Ensuite, Marie-Claire Acamendo-Bita, qui est agente de développement en rapprochement interculturel pour les deux communautés, donc Ascot et Immaculée Conception. Ensuite, on a avec l'équipe d'animation, Aïssé Touré et moi-même qui avons participé à l'organisation de l'activité. Je fais quand même une mention à Françoise Doyon-Morin, qui est notre agente de mobilisation à la table, qui va s'occuper de la modération ce soir pour le Facebook Live. Je remercie enfin le Baobab Café de quartier de nous accueillir ce soir. On est très chanceux de vous avoir dans le quartier. Je passe maintenant la parole à Aïssé pour le déroulement. Oui,
Merci. Donc, alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour ce soir. Donc, avant cette soirée d'échange, il y a les citoyens et citoyennes qui ont été sollicités par rapport à leurs questions qu'ils avaient à poser aux différents candidats. Et donc, il y a 5 grandes thématiques qui sont sorties de cette requête-là. Donc, les 5 thématiques sont le vivre ensemble, la sécurité alimentaire, l'environnement, la sécurité et le développement commercial et économique. Il faut savoir que le vivre ensemble a suscité un grand intérêt, contrairement au développement commercial et économique qui a eu moins d'effervescence. Donc, pour le plan de la soirée, on va demander aux candidats de se présenter à tour de rôle. Il faut savoir qu'il va y avoir un premier segment qui va être thématique avec des questions qui ont été soumises à l'avance, comme je le disais précédemment. On va faire une pause de 10 minutes après et ensuite on va enchaîner avec une section carte blanche où là on va pouvoir prendre vos questions à vous qui êtes dans la salle ou les personnes qui sont aussi en Facebook Live là, qui pourront poser leurs questions au fur et à mesure de la soirée. Donc pour le fonctionnement, chaque question sera posée au candidat, puis chaque candidat va pouvoir y répondre à tour de rôle. Ils ont un droit de parole qui va être alterné à chaque question, 1 minute 30 par candidat. Et on a un petit carton rouge aussi au bout de, quand il va nous rester un petit 15 secondes, là on va pouvoir le mettre pour que les candidats sachent un petit peu où ils en sont par rapport à leur temps. Et rappel, comme le disait aussi Jérémy, donc c'est sûr que cette soirée, ce n'est pas un débat, on veut vraiment échanger avec les différents candidats. Donc je rappelle aussi aux personnes qui sont en Facebook Live de pouvoir aussi poser leurs questions. Françoise est là pour pouvoir faire la modération et les poser au fur et à mesure là, au moment de la carte blanche. Donc, on va sans plus tarder commencer par la présentation des candidats. Donc, on va commencer avec Karine Godbout. C'est Christian qui commence. Christian, excusez-moi. Juste pour préciser, excuse-moi, je reprends la parole. On a fait un tirage au sort avant l'événement qui a déterminé que ça allait être Christian qui allait commencer pour la présentation. Puis ensuite, les tours de parole vont alterner dans l'ordre auquel vous êtes assis. Donc, ça va suivre avec Karine, ensuite Geneviève, puis on va revenir à Christian. On va s'y faire, de toute façon. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord à la table de quartier Ascot en santé, la concertation École Larocque Communauté de l'organisation de cette soirée. C'est très agréable de se retrouver ici, notamment au Café Baobab. Je suis Christian Bibeau, directeur de la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke. Dans ce mandat, j'ai notamment eu la chance d'accompagner l'évolution, le développement de ces tables de quartier que sont Ascot en santé et la concertation École Larocque Communauté. Je suis encore doublement plus heureux d'être ici ce soir. Si je devais, avant d'aller plus loin, je suis né, moi, dans ce quartier-ci. J'ai grandi dans ce quartier-ci. Je l'ai quitté, bien entendu. J'y suis revenu avec ma famille. Je suis profondément enraciné dans le milieu. Je suis très fier de cette communauté du district d'Ascot qui regroupe 2 anciens districts, le district du Centre-Sud et le district d'Ascot. Le 8 novembre, si je suis élu, ma première action sera de lancer les travaux pour une étude de faisabilité pour harmoniser le projet de nouvelle école primaire dans le quartier avec la protection du boisé Ascot-Lennox. Deuxième action, jeter les bases d'une grande conversation incluant l'ensemble de la population du district en marge du référendum lié à la question du zonage pour accueillir ou non une épicerie, sur le thème du développement économique et de l'offre alimentaire du quartier. Et finalement, je veux apporter mon leadership, mon influence au conseil municipal pour que plus jamais il n'y ait de bris de service au partage Saint-François. Merci, Christian. Donc, on passe la parole à Karine Godbout. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi, je veux remercier cette belle soirée ce soir. Merci aux organisateurs et partenaires qui ont rendu possible cet échange-là sur les enjeux importants qu'on vit dans le quartier d'Ascot. Évidemment, Ascot en santé, la concertation École Larocque Communauté et aussi notre fabuleux Baobab Café de quartier. J'en profite pour saluer les gens qui sont présents en présentiel ici ce soir et aussi les personnes qui sont là en ligne. Et aussi pour remercier les gens d'Ascot pour m'avoir donné la chance de vous représenter comme conseillère municipale du district d'Ascot pendant les 4 dernières années. Ça a été un honneur et un grand privilège pour moi. Quand on fait une campagne électorale, on se ramène un peu dans nos questionnements de base. Et donc, pourquoi faire de la politique?
Mon intérêt pour la politique, je pense réellement que j'avais ça en moi. Ça rejoignait plusieurs parties de moi. De un, la femme engagée dans son quartier et dans sa communauté. La partie qui est plus sensible et passionnée, parce que oui, c'est un peu avec ces parties-là de moi que je fais aussi de la politique, mais aussi un côté qui est plus visionnaire. Donc, comme il y a 4 ans, j'ai toujours le désir de contribuer, de changer les choses, d'être partie prenante des décisions qui vous représentent et d'être au cœur de l'action. Ma bougie d'allumage dans la politique a été déjà en 2012, lorsque la ville était venue couper une partie des arbres matures dans le quartier où j'habite. Maintenant, mon expérience et les apprentissages de mon mandat, quand on arrive comme nouvel élu, il y a beaucoup de choses à voir. C'est terminé, j'avais pas vu. Oh non, j'avais pas mis mon angle. Eh bien, voilà. C'était une partie de ma présentation spontanée. J'y arrive pas en 3 minutes, donc, au conseil municipal, alors je dois dire que j'y arrive encore moins en 1 minute et demie. Ben merci. Peut-être juste hors chrono, là, je veux juste vous dire, malheureusement, je souffre d'une laryngite, alors je vais faire mon possible pour parler bien, mais sachez que j'ai un petit handicap ce soir. Voilà. Alors, bonsoir. Ben, moi aussi, je vais remercier tout le monde. Là, je ne reprendrai pas le tout, mais je suis très contente d'être ici. Merci aussi aux citoyens qui sont dans la salle. Merci aux gens qui sont à la maison. Alors, moi, je vis dans Ascot avec ma famille depuis plusieurs années. Puis pour moi, Ascot, c'est le quartier le plus vivant et le plus diversifié de Sherbrooke. Mais avec le développement des dernières années et ceux à venir, en fait, Ascot est aussi devant de grands défis. C'est en fait ce qui m'a motivée à me présenter. Pour faire une histoire très courte de mon parcours professionnel, je suis enseignante de formation. J'ai été gestionnaire et directrice à Jouvence, le centre de villégiature Jouvence, pendant plusieurs années. J'ai travaillé 10 ans chez Crocarium et depuis 2018, je coordonne le bureau de la députée de Sherbrooke, Christine Labrie. Mais surtout, j'ai toujours été une citoyenne engagée. Je fais d'ailleurs partie des personnes qui ont fondé l'Association pour la protection du boisé Ascot-Lennox depuis plus d'1 an et demi. Comme conseillère, j'ai l'intention d'être très proactive pour maintenir et améliorer notre qualité de vie. La protection du boisé Ascot-Lennox, la participation de la communauté aux prises de décision de la ville, le logement abordable, le transport en commun, la sécurité dans les rues, la vie de quartier et bien sûr, les commerces de proximité font partie de mes priorités. C'est vous et c'est nous, les citoyens, citoyennes, qui sommes les vrais experts de nos milieux de vie. On doit pouvoir être impliqué dans les décisions qui nous concernent. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire si je suis conseillère, vous rencontrer tout au long de mon mandat. Merci. Merci, Geneviève. Alors, on a une enveloppe pour Karine Godbout avec une question à l'intérieur que vous allez pouvoir lire. Est-ce que c'est la 1? Oui? Oui, d'accord. J'imagine que c'est la première. C'est l'enveloppe ou la poule? Non, non. Alors, la question. On aimerait beaucoup avoir une salle de sport et des modules pour exercice physique dans le quartier. Quelles sont vos idées pour favoriser l'accès à l'activité dans le quartier? Donc, c'est les jeunes du local 6-12 dans Immaculée Conception qui posent la question. Donc, c'est moi qui réponds en premier. Donc, ben oui, en fait, on en discutait. Justement, il y avait une rencontre des partenaires dernièrement à laquelle j'assistais, et puis il y avait cet élément-là où on se disait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre pour les jeunes? Est-ce qu'il y a possibilité de bonifier, en fait, l'offre des loisirs ou différentes activités pour les jeunes? Donc, on a parlé à ce moment-là, effectivement, de nos parcs. Donc, c'est sûr que moi, dans un prochain mandat, ce que j'aimerais faire en début de mandat, là, c'est sûr que la COVID nous a un peu handicapés avec ça. Donc, c'est de faire une consultation pour l'ensemble de nos parcs dans Ascot. Donc, on a beaucoup de parcs, des beaux parcs, et c'est de voir qu'est-ce qu'on aime dans nos parcs, qu'est-ce qu'on aimerait bonifier, comment ces parcs-là répondent aux besoins, en fait, de la communauté qui le côtoie et qui l'habite. Donc, en fait, ça serait un bon exercice, justement, pour pouvoir nommer ces éléments-là, ces besoins-là. Des fois, il y a des jeux qui sont désuets qu'on peut remplacer. On a aussi un budget qu'on appelle la cédule 6 là, à l'arrondissement. Donc, on a à peu près 100 000 par année pour investir
investir dans nos parcs, planter des arbres, amener des nouveaux modules, créer un milieu de vie qui est plus intéressant, donc en réponse aux besoins. Donc ça, c'est une première chose. Et je voulais aussi creuser la possibilité de voir, parce qu'on sait qu'avant, par exemple, la piscine de l'École du sport, c'était quelque chose qui était ouvert et accessible au public les fins de semaine, et de voir peut-être si c'était possible de la rouvrir le dimanche pour qu'on puisse, soit que les jeunes puissent faire des cours de natation ou aussi augmenter l'offre d'activités dans le secteur. Voilà. Merci, Karine. On passe à Geneviève. Parfait. Ben oui, super belle idée, très intéressante. Moi, un peu le même réflexe. C'est sûr que moi, je voudrais savoir ce que les gens d'Ascot ont envie d'avoir dans leur quartier. Fait que là, on parle d'infrastructures sportives, des places pour jouer. J'aimerais ça aller à la rencontre des citoyens pour dire, nous, dans nos quartiers, là, dans les différents secteurs d'Ascot, qu'est-ce qu'on aimerait avoir et c'est quoi les lieux qui, en ce moment, seraient favorables pour ça? Parce qu'il y a aussi activité, il faut se poser la question, est-ce que c'est activité intérieure, est-ce que c'est activité extérieure? Par exemple, le Boisé Ascot-Lennox pourrait être un super beau lieu pour toutes sortes d'activités extérieures et on pourrait même penser, en dehors des sentiers, aussi aller dans les Bertis, dans toutes sortes de choses qui seraient hyper intéressantes. Si on parle plus d'activités intérieures, c'est quoi que nos jeunes ont envie de faire et nous, les moins jeunes aussi, parce que moi, je m'inclus dans celles qui ont envie d'avoir une offre sportive diversifiée. Alors, je pense qu'il faut vraiment aller à la rencontre des gens, prendre le temps de les écouter, de voir ce qu'on peut faire et voir aussi ce qu'on a déjà comme richesse dans Ascot. On a des bâtiments qui pourraient être utilisés. Là, on parle de gymnase, on parle de différents lieux, bâtiments à bonifier, pardon, excusez, ma gorge me rattrape. Fait que je pense que ça serait intéressant. Et il y a aussi l'idée des budgets participatifs. Moi, je me suis aussi engagée. Pour moi, c'est essentiel que les gens puissent aussi décider de comment ils vont investir certains fonds de la ville dans leur quartier. Alors ça serait un beau projet à mettre en place pour des activités sportives, c'est-à-dire comment on veut dépenser une enveloppe de tant de mille dollars pour mettre en place des activités sportives pour les jeunes. Merci, Geneviève. On termine avec Christian. Merci. C'est une question qu'on a entendue souvent dans les dernières semaines, notamment, puis c'est le fun que la question des jeunes provienne de la communauté Immaculée Conception, parce que c'est une question qui revient sur j'allais dire la composition, mais sur comment est fait actuellement le parc école de l'école Larocque. Et c'est souvent quelque chose qui est ramené à l'effet que c'est magnifique, c'est un très beau parc, mais est-ce qu'il n'y a pas des jeux là, pour les enfants qui pourraient être ajoutés comme plus-value au processus? Donc, c'est quelque chose, c'est des éléments qu'on a entendus dans nos conversations, puis je trouve ça intéressant que la question vienne de gens de ce quartier-là. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'infrastructures dans le quartier qui permettent l'activité sportive, l'activité de loisirs. Est-ce que ces lieux-là sont suffisamment investis? Je pense que la question est intéressante à se poser. L'autre élément, c'est comment on peut soutenir nos écoles à rendre disponibles leurs plateaux. On parle des gymnases, des écoles. On a parlé de la piscine de l'école du Fort. On peut parler du gymnase double qui va être construit avec la nouvelle école primaire. Autant de plateaux qui peuvent permettre aux enfants de s'éclater, de s'épanouir, de faire du sport. Mais comment nous, comme communauté, on peut soutenir les écoles à ouvrir leurs portes, me semble une question pertinente à se poser. Et c'est ce qu'on pourrait faire, notamment via l'initiative Sherbrookeoise en développement des communautés, mais notamment aussi en s'assoyant avec les directions d'école, puis en travaillant ce lien communauté-école. Merci, Christian. Merci beaucoup. Donc, pour la suite, on amorce les segments thématiques. Donc, le premier segment, c'est sur la thématique « Vivre ensemble ». Donc, comme Aïssé l'a mentionné, on avait invité les citoyennes et citoyens, mais aussi les partenaires, à nous soumettre des questions à l'avance qu'on poserait aux candidates et candidats sous des segments thématiques. Donc, le premier, le vivre ensemble. La première question, c'est une question qui a été développée par la concertation École Larocque Communauté. Donc, d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un de la concertation qui voulait poser sa question soi-même? Sinon, l'équipe d'animation s'en charge. Parfait. Donc, je vais poser la question. Afin de contribuer à régler un problème d'intimidation et de vandalisme et pallier un vide de service concernant le groupe des enfants de 6 à 12 ans de la communauté Immaculée Conception, le Carrefour Accès Loisirs, la Concertation École Larocque Communauté et l'OMH, donc l'Office municipal d'habitation, ont conjugué leurs efforts pour créer un local d'animation pour les 6-12 ans, 3 à 4 soirs par semaine. Ce service de proximité est toujours très apprécié des enfants. On y retrouve environ 43 enfants différents et des familles du quartier, 15 enfants en moyenne par soir, car il leur offre un espace sécuritaire et stimulant.
Ce local existe depuis 3 ans, mais la recherche pour son financement est toujours à recommencer. Est-ce que les candidats s'engagent à promouvoir un financement récurrent de la Ville pour ce service? Donc, question de la concertation École Larocque Communauté. Pour l'ordre des réponses, on débute avec Geneviève, suivie de Christian, puis Karine. Bien, pour moi, c'est clair que je m'engage à ce que ça soit sur ma table de travail. Puis pour moi, c'est essentiel. Ça vient d'un besoin de la communauté. J'ai moi-même donné des petits ateliers, d'ailleurs, pour le Carrefour Accès-Loiseau dans le contexte de ce projet-là, de jardinage cet été, puis d'éducation au goût. Puis pour moi, j'ai vu vraiment ce que ça peut apporter dans la communauté. C'est vrai qu'il y a un vide de service. C'est vrai que les jeunes ont besoin de se retrouver. Alors pour moi, le financement, c'est un enjeu majeur. Puis on a dit avec Sherbrooke Citoyen aussi que toutes ces enveloppes-là, il faut les revoir. On sait que notre milieu communautaire en ce moment, il est très actif. Puis c'est vrai dans Ascot, c'est vrai dans d'autres secteurs de la ville. Il faut être capable de le soutenir et que ça ne soit pas juste des miettes chaque année et que ça soit plutôt grandissant aussi avec les besoins. Voilà. On a un bel exemple de ça dans la communauté Genet-Delorme, où une série de partenaires se sont réunis pour offrir ce type de service-là aux 6-12 ans. La Maison de jeunes d'Ascot, le Flash, la Maison de jeunes d'Ascot est d'ailleurs impliquée dans ce projet. Initialement, même le Blé d'Or était partie prenante du processus. Il y a d'autres partenaires autour de la table. Cette question du financement ne se réglera pas seule. C'est une question de collaboration et de partenariat. L'Office municipal d'habitation, où j'ai eu la chance de siéger comme administrateur au cours des 5 dernières années, n'a malheureusement pas des reins suffisamment solides pour offrir de l'argent, mais leur contribution, c'est une contribution en nature, c'est-à-dire en fournissant des locaux. Maintenant, le réseau de la santé a aussi un rôle à jouer là-dedans. Les organismes communautaires, bien entendu, par du partage de ressources et de la mutualisation de services, mais évidemment aussi la Ville de Sherbrooke par un volet qui relève davantage du loisir. Alors, je pense que comme Geneviève, c'est sage de prendre l'engagement de travailler sur cette question-là et de s'assurer que le montage financier soit solide et soit porté par plusieurs partenaires. Oui, merci. Donc, une question très importante. En fait, on est chanceux dans Ascot. Hein, on a 2 tables de quartier. Donc, on a Ascot en santé et justement la concertation. Puis, la concertation, c'est une jeune table. Donc, Jérémy, tu te rappelais déjà 3 ans qu'on a le local de quartier. Puis, je pense que ça répond effectivement à un besoin pour les jeunes dans ce secteur-là. La recherche de financement, ben en fait, on ne peut pas être d'accord. C'est sûr que c'est un travail, on dit un travail de gang, un travail de groupe, un travail de partenariat, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont impliqués, justement. C'est le rôle des tables d'être en concertation avec l'ensemble des partenaires du milieu. Donc, c'est vraiment, je pense, d'asseoir tout le monde à la même table pour voir quels sont les leviers par rapport à ça. Si on regarde, par exemple, Ascot en santé, qui est une table quand même de plus de je dirais presque 30 ans, je ne sais pas précisément, là, je n'ai pas le chiffre, mais donc, Ascot en santé a une vie et une évolution et puis un chemin parcouru. Puis c'est sûr que les bureaux d'Ascot en santé sont dans l'ancien bureau d'arrondissement aussi, puis il y a des éléments là qui sont fournis, en fait, par la Ville. Donc, à ce moment-là, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de voir comment on peut assurer une pérennité pour ces services-là qui sont offerts à nos communautés, mais aussi à nos jeunes du quartier pour ces activités-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, on enchaîne avec une question qui nous provient de Francis Lafortune. Est-ce que Francis est présent et souhaiterait poser sa question lui-même? Je pense que oui. Est-ce que tu aimerais poser ta question toi-même? C'est moi ma question, on va aller. Je ne sais pas si tout le monde vous entend dans la salle. Je vais peut-être vous donner mon micro. Logistiquement, malheureusement, il faudra aller de ce côté-ci parce que le désinfectant est de l'autre côté.
Allô? Donc, c'est ça. Comme je disais, je suis un résident du quartier là, à Ascot depuis 12 ans avec ma conjointe. Nos 2 enfants vont à l'école Larocque, puis un 3e qui va y aller l'année prochaine. Donc, ça fait. Nous autres, on a toujours aimé le quartier, la proximité des commerces, la diversité, les parcs, tout ça. On adore ça. Puis là, bon, là, il y a eu le projet du parc École Larocque, qui est un grand projet, un beau projet, bon, en tout cas, beaucoup de monde a contribué à ça, un projet mobilisant. Sauf qu'en fait, nous, depuis 2 étés, on vit des problématiques de bruit vraiment importantes. Puis honnêtement, c'est à un point qu'on pense déménager du quartier. Bref, j'ai essayé de m'adresser aux instances que je pensais qui pourraient possiblement répondre à notre problème, parce que c'est pas seulement le mien, c'est aussi celui de tous les résidents, en tout cas, je dirais pas tous, là, j'ai pas, mais de beaucoup de résidents qui vivent sur Adélard-Colette. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi votre vision par rapport à cette problématique-là, parce que c'est sûr qu'il y a des enjeux qui sont sensibles, délicats. Je comprends le besoin de faire du sport, mais le besoin de dormir, le besoin de pouvoir manger sans entendre des hurlements permanents est aussi un besoin, je pense, assez fondamental. Fait que j'aimerais vous entendre là-dessus. Puis bref, ma question s'est formulée par rapport aux infrastructures sportives. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression finalement que bref, le basketball, là, c'est peut-être pas adapté, comme vous le savez, à ce parc-là. Mais bref, ma question tourne autour de ça. Fait que j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Merci, Francis. Donc, pour l'ordre des réponses, c'est Christian Bibeau en premier, ensuite Karine Godbout, puis Geneviève Laroche. Merci, Francis, pour la question, pour le courage de prendre le micro aussi. Alors, évidemment, on a tous eu la chance, je pense, de rencontrer le voisinage autour du Parc École. Projet qui a démarré, hein, on se rappelle le centenaire de l'école Larocque où la cour d'école, la direction d'école disait, bien, la cour d'école, c'est un lieu où le quartier se réunit les soirs et les fins de semaine. Ce n'est pas qu'une cour d'école. Évidemment, à partir du projet du 100e anniversaire, là, à aujourd'hui, c'est une autre planète. Là. Ça a beaucoup évolué. Une fois qu'on a dit ça, l'idée quand même d'en faire un lieu de rassemblement pour le quartier demeure. Je pense que c'est important que ça reste ce bout-là, mais vous avez nommé quelque chose de très important. C'est pour tous les gens du quartier, cette histoire-là. Alors, en rencontrant plusieurs de vos voisines, je pense qu'on serait en mesure, en collaboration avec la table de quartier, mais en collaboration aussi avec d'autres instances et la sécurité publique, de travailler peut-être sur différents objets qui différencieraient peut-être un peu ce parc-là de d'autres, par exemple, avec des heures de fermeture qui pourraient être différentes. Fermer le parc un peu plus tôt, rediriger les gens vers le parc Amiran, là où il y a d'autres infrastructures sportives où les jeunes peuvent aller jouer du basketball, par exemple. Mais je pense qu'au départ, là, il faut trouver le sweet spot, le lieu où on va tous s'entendre, qui va nous permettre de travailler ensemble. Ce n'est pas évident, cette question-là, mais je pense que c'est important que vous la posiez, puis je pense que c'est important que les collaborateurs l'entendent. Alors, merci beaucoup. Oui, merci. Merci pour votre question. En fait, effectivement, le projet du Parc École, oui, c'est un beau projet de revitalisation pour le quartier qui nous amène un îlot de fraîcheur, qui nous amène vraiment un regard plus vert, puis plus intégratif aussi au niveau de ce secteur-là qui était extrêmement bétonné. C'est un beau projet de concertation, effectivement, avec les citoyens, avec la concertation, avec l'Église, avec les gens du quartier. Puis, une fois qu'on a effectivement mis ça en place pour répondre aux besoins, bien, effectivement, peut-être qu'il y a lieu de partager ensemble un fait, quels sont les enjeux, puis de voir comment on peut y répondre. Bien sûr, la table de concertation, pas Ascot en santé, mais la concertation École Larocque Communauté est précisément présente dans le quartier aussi pour ces enjeux-là de vivre ensemble. Moi, j'ai rencontré aussi les citoyens pour prendre la mesure aussi des irritants puis de qu'est-ce qui cause toutes ces mesures-là. Il y a d'ailleurs une question qui a été adressée au dernier conseil d'arrondissement. Donc, la question est intéressante aussi pour dire, bien, est-ce que
oui, c'est les partenaires, c'est la concertation, puis il faut s'asseoir ensemble, mais est-ce que les règles sont claires aussi entre c'est quoi un parc-école, c'est à qui la responsabilité, donc comment, justement, sur les heures, sur est-ce qu'on peut fermer, justement, les paniers de basket ou rétracter ça à partir d'une telle heure. Donc, c'est tous des éléments qui ont été adressés à la Ville et avec lesquels il faudra s'asseoir pour pouvoir répondre avec les partenaires et agir pour un bon voisinage, en fait. Merci. Merci, Karine. Geneviève? Oui. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui ont été dits, là, mais moi aussi, j'ai eu la chance d'en discuter un peu, puis c'est clair que c'est un lieu on veut que ce lieu-là reste un lieu de rassemblement. Mais il ne faut pas que ça se mette non plus à diviser la population. Puis là, c'est un peu ça qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui en subissent des conséquences, il y a des gens qui aiment ça. Fait que moi, je pense qu'il y a vraiment une grosse discussion entre citoyens à y avoir là. Fait que oui, je pense que ça va être important d'aller voir les gens qui vivent autour, qui vivent tous des réalités différentes, puis c'est sûr que les gens qui sont plus à proximité du panier basket, bien, c'est ça qu'ils vivent le plus. J'ai entendu aussi d'autres gens que c'est avec le gang qui avait des problématiques. Fait qu'il y a différentes choses à aller regarder pour voir comment on peut faire que cet espace-là reste un lieu de rassemblement et ne divise pas du tout les gens. Au niveau des heures, c'est clair que là, en ce moment, ce que je comprends, c'est que y a la fermeture est comme aux heures des parcs de la ville, c'est-à-dire 11 heures le soir. Puis c'est clair que pour des paniers de basket qui font du bruit, peut-être que ça peut être dérangeant quand c'est vraiment proche des résidences. Fait que ramener l'heure peut-être comme les parcs-écoles habituellement qui sont à 9 heures, ça pourrait être une solution. Mais je pense qu'il faut vraiment que ces solutions-là se trouvent ensemble avec les citoyens. Puis même si je sais que la table de quartier est impliquée là-dedans, va être à l'écoute, mais si on n'arrive pas non plus à trouver une solution, peut-être qu'il pourrait y avoir de la médiation citoyenne aussi qui se fait. Je pense qu'on a des beaux organismes, je regarde Sandy, mais on a des beaux organismes qui travaillent justement en médiation citoyenne pour réussir à faire de ce genre de situation-là quelque chose qui va rassembler au lieu de diviser. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour la prochaine question, oui. Pour la prochaine question, c'est la question qu'on pose au nom de la table Ascot en santé, donc toujours sous la thématique du vivre ensemble. Donc, le district d'Ascot est riche de sa diversité culturelle. Il contient, entre autres, la communauté des Grands Monts, qui est la communauté composée de la plus forte proportion de personnes issues de l'immigration de toute la région de l'Estrie. Avec la conjugaison de leurs différentes sphères de vie, en plus de la charge qui accompagne un processus d'immigration, nos discussions avec les citoyennes et citoyens révèlent que l'implication dans la politique locale atteint rarement le haut de la liste des priorités. Toutefois, les décisions du conseil municipal ont des impacts sur ces groupes aussi. De quelle façon allez-vous assurer l'inclusion des différents groupes de personnes qui habitent nos quartiers? Donc, question de Ascot en santé. L'ordre des réponses, cette fois, Karine, suivie de Geneviève, puis de Christian. Pouvez-vous répéter la question? Non. Alors, le soutien, le rapprochement culturel, c'est sûr que moi, j'appuie les démarches en cours pour assurer une plus grande participation des communautés culturelles. Il peut y avoir différents types de participation. Donc, de un, c'est aussi à l'emploi de la ville, d'avoir une représentativité qui est en lien avec la communauté. La participation aussi aux différents comités consultatifs de la ville pour que les gens puissent y retrouver un siège et puissent être partie prenante aussi de ces décisions-là. Je pense qu'il y a une volonté de la ville d'informer les nouveaux arrivants, aussi les personnes qui sur les services de la ville. Puis c'est important pour moi que tout ce processus-là puisse se faire en collaboration avec les différentes associations, des communautés culturelles, les services de soutien à l'intégration, puis aussi avec les tables de quartier qui ont la possibilité de rejoindre, en fait, les membres des communautés culturelles. Tout ce qui est aussi de soutenir les espaces d'intégration, des rencontres, les espaces existants, les espaces à venir dans la communauté d'accueil. Donc, ça passe en particulier, on a des belles choses dans notre quartier. On a des fêtes de quartier, des grandes activités interculturelles, je pense au brunch interculturel, au brunch de Noël, au souk. Donc, ça passe aussi par cette participation citoyenne, dont un projet au Parc Belvedere de Ma Place citoyenne qui a été justement fait pour donner une place aux activités et à une programmation qui est souhaitée par les citoyens dans leur parc. Merci, Karine. Oui.
Donc, peut-être vous l'avez entendu pendant la campagne électorale, mais avec Sherbrooke Citoyen, on a proposé la mise sur pied d'un conseil de la diversité culturelle. En ce moment, on a un comité consultatif, mais nous, quand on parle d'un conseil de la diversité culturelle, c'est vraiment un conseil qui est indépendant, donc qui n'est pas un comité politique où siègent des élus, et qui a son budget aussi pour réaliser des choses, puis pour pouvoir se prendre en charge complètement. Pour moi, je pense que c'est une façon aussi de vraiment amener des gens des communautés culturelles à faire partie, à prendre part aux décisions de la ville, à avoir un rôle consultatif, mais qui n'est pas dicté par du tout le politique. Ensuite, c'est sûr que soutenir les organismes qui travaillent déjà super bien sur le terrain aussi, c'est un rôle de la ville. Il faut écouter les besoins des organismes sur le terrain, puis s'assurer qu'ils sont bien remplis. Et je crois aussi beaucoup aux activités qu'on peut mettre en place et à soutenir, surtout les activités que les citoyens veulent mettre en place, des activités très spontanées. Tu sais, souvent, on essaie d'organiser des choses avec des inscriptions, des choses comme ça, mais plus on va mettre de la vie dans un quartier, c'est-à-dire des activités qui ne demandent pas de s'inscrire, mais qui se passent, je pense à la bibliothèque humaine qu'on a vécue dernièrement, qui était vraiment une initiative citoyenne à la base, qui a permis à plein de gens de se réunir à des passants d'arrivée, à s'entendre, à s'écouter, à briser des frontières. Bien ça, c'est beaucoup plus facile pour des gens qui arrivent que d'avoir à s'inscrire et à se déplacer. Voilà. Merci Geneviève. Ça fait plaisir. Christian. Bien, de manière plus globale, c'est sûr que la question de l'emploi, ça reste un enjeu majeur au Québec. À Sherbrooke, c'est pas différent, là. Notamment la reconnaissance des diplômes. Ce pas des enjeux sur lesquels on peut vraiment intervenir, mais il faut être conscient que c'est des enjeux qui existent et qui sont très concrets et qui freinent cette espèce de relation-là et cette intégration. Il y a aussi une table de concertation qui est ici, Sherbrooke, qui est assez neuve comme concertation et qui vise à trouver ces élans-là de rapprochement entre les différentes communautés et la communauté d'accueil pour essayer justement de favoriser le vivre ensemble. Il y a une approche d'interculturalisme là, qui est assez forte à Sherbrooke quand même. On a Marie-Claire là, qui est ici derrière, mais autour de l'initiative sherbrookoise en développement des communautés, puis autour de différentes organisations, cette question de maillage, cette question de liant. Peut-être que ce qu'on manque en ce moment, c'est ces liants. Ça se peut-tu qu'en ce moment, de part comme d'une autre, là, qu'on soit un peu dans la tourmente administrative, qu'on soit beaucoup dans les réunions, qu'on soit beaucoup dans la préparation, la planification, puis qu'on soit moins dans la liaison. Et là, je fais du pouce sur la spontanéité, mais j'appelle à développer ces liens-là pour que l'interculturalisme se vive plutôt que de s'écrire. Merci Christian. Alors on va passer à la section sécurité alimentaire et on a une question de Michèle Provencher. Je ne sais pas si elle est dans la salle et qu'elle aimerait la poser elle-même. Oui, je la vois. Oui. Parfait. Je vais la poser. OK. Donc, quels sont vos 3 dossiers ou initiatives prioritaires concernant la sécurité alimentaire dans Ascot? Et on commence avec Geneviève, Christian, puis Karine. OK. Ça, c'est une grande question, puis qui m'interpelle beaucoup. Je vais y aller. Une première chose, évidemment, on a parlé beaucoup du fameux dossier de l'épicerie, mais je l'englobe dans un plus large spectre. C'est assurer l'accessibilité d'aliments frais, d'aliments de tout genre dans tous les secteurs du quartier. C'est sûr que là, on est pris avec un dossier de l'épicerie. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, je ne pourrais pas tout l'expliquer, sinon je ne réussirais pas à dire mes 3 points. Mais si on s'en va en référendum et advenant que l'épicerie s'installe en haut, par exemple, ma première priorité va être de travailler à faire qu'en bas, au cœur du quartier, sur Thibault et Belvedere, il y ait vraiment une offre alimentaire qui s'installe là, qui réponde bien aux réalités du quartier. Fait qu'on pourrait penser à une épicerie multiculturelle où on trouverait un petit peu de tout, à une coop qu'on pourrait mettre en place, nous, les citoyens, avec le soutien de la ville, par exemple. Ensuite, j'irais
il faut aussi soutenir toutes les initiatives. Tu sais, le jardinage collectif, oui, c'est plus au niveau de la sécurité alimentaire, on parle plus d'un dossier d'éducation, mais de donner accès aux gens à des petits coins pour cultiver, à apprendre aussi à jardiner, c'est super important. On sait que le jardin communautaire dans Ascot, il y a des listes d'attente infinies, alors il faut maximiser ces espaces-là. Et autre chose, si on veut travailler sur l'enjeu de la sécurité alimentaire, bien, il faut travailler sur les 2 premières lignes du budget, c'est-à-dire le logement et le transport. Alors, ça, je pourrais vous parler de mes engagements de ce niveau-là. Ah, une autre question. Merci Geneviève. Merci pour la question. Évidemment, c'est un enjeu important dans le quartier, de Communaction Sainte-Jeanne d'Arc à Ascot en santé, en passant par tous les quartiers, toutes les écoles. La question de l'alimentation, elle est majeure, ne date pas d'hier non plus, là. On commence à offrir des déjeuners dans les écoles primaires, dans le quartier, au début des années 80, là. Alors, c'est un problème qui est important, évidemment. On est tous ici préoccupés par l'offre alimentaire dans le quartier. La question de l'épicerie, elle est importante, mais au-delà de ça, on a tous envie d'une offre en plein milieu de notre quartier, d'une offre qui soit cohérente avec non seulement les déplacements, mais avec le portrait de ce quartier qui est très diversifié. Peu importe qu'une grande épicerie aille s'établir sur le bord de l'autoroute, là, on a besoin d'avoir un plan pour le cœur du quartier. On pense peut-être non seulement à une petite épicerie, mais boulangerie, boucherie, autres services du genre. La possibilité de développer un volet d'économie sociale est très important aussi. Donc, ce sont des éléments à regarder. Je disais tout à l'heure d'entrée de jeu que le district d'Ascot, c'est la fusion de 2 anciens districts, le district du Centre-Sud et le district d'Ascot. Quand on réunit les deux, quand on se donne un esprit de corps, on est capable de réunir un bassin de population suffisant pour attirer des commerçants chez nous. Et je termine. On a un très beau projet aussi qui s'appelle Un fermier dans mon quartier, qui attire de la nourriture ici chaque été. Je pense que ça aussi, ça mérite d'être développé. Merci Christian. Donc oui, la sécurité alimentaire, on est tous d'accord, je pense, avec ça. On est tous d'accord sur plusieurs choses, mais donc, en fait, effectivement, donc première chose, l'épicerie au cœur du quartier. Pour moi, ça a là une grande importance et c'est un enjeu majeur chez nous. On l'entend quand on rencontre les gens aussi aux portes. On entend le besoin d'une épicerie grande surface pour venir répondre aux besoins du quartier. Je pense que dans notre cœur, on aimerait ça que ce soit le métro qui agrandisse puis qui déménage en avant, mais dans les faits, on veut répondre aux besoins, une plus grande diversité, plus de choix, plus d'offres des produits frais. Donc, présentement, on s'en va dans un processus de scrutin référendaire à savoir si l'épicerie sera permis près de l'autoroute. Et c'est une campagne de dialogue qui devra être faite avec les personnes qui vont être habiles à voter dans ce projet-là, d'expliquer la vision commerciale qui a été promise aux résidents et résidentes d'Ascot, les besoins et les habitudes de vie des gens du quartier. Ensuite, moi, j'ai eu la chance de siéger au comité consultatif agricole. Donc, on était dans le plan de développement de la zone agricole, mais il est effectivement grand temps d'attacher un plan d'agriculture urbaine à Sherbrooke. Plus de collaboration avec nos organismes centraux qui œuvrent dans ce domaine-là, Rêve nourricier, les crocariums de ce monde. Pourquoi pas rêver à une forêt nourricière aussi dans Ascot? Évidemment, il reste des choses à attacher par rapport à ça parce que la question de l'agriculture urbaine est vraiment une question d'aménagement du territoire et donc on doit probablement engager, en fait, ce que je proposerais, c'est d'engager aussi une ressource supplémentaire pour pouvoir travailler en collaboration avec le PDZA et le plan Merci. Oui. Quelle autoroute? Donc, je parle au bout de Belvedere Sud et au coin de Bel Horizon et College. Donc, c'est... Merci. Donc, on va passer à la prochaine section, qui est la section environnement. Et donc, on a une question de Marlène Canuel. Je ne sais pas si elle est présente. Non. Non? OK. Donc, je vais la poser à sa place. Si la ville veut continuer à se densifier, comment concrètement allez-vous protéger le boisé Ascot et ne pas répéter le gâchis du carré Belvédère? Donc, on commence avec Christian, Karine et Geneviève. Merci pour la question.
Protéger le boisé, ça va demander un certain nombre d'efforts. Vous connaissez tous Hercule. Alors, j'espère que nous sommes tous une partie de ce personnage. Il est en nous, mais il va falloir qu'on s'y mette. La première étape que moi je propose, c'est d'harmoniser le projet avec la construction de la nouvelle école primaire. C'est-à-dire que la nouvelle école primaire qui sera bâtie là, dans le quartier, le lieu n'est pas encore défini, mais la ville de Sherbrooke doit acheter un terrain pour construire cette école, qui est une grosse école. On parle donc déjà de plusieurs millions de dollars que la ville de Sherbrooke va devoir mettre. La proposition, c'est d'utiliser ces sommes-là comme levier pour acheter la plus grande partie possible du boisé à Scott-Lennox, pour construire l'école à l'entrée de ce boisé, et ensuite, dans notre arrière-cour d'école, d'avoir un boisé protégé utilisable pour l'ensemble de la communauté. Il s'agit ici d'une première étape vers d'autres éléments. Mais elle est fondamentale, cette première étape. C'est un pied à terre qu'il faut mettre. Et il faut profiter du fait que la ville de Sherbrooke doit acheter un terrain pour prendre cet argent-là et acheter la plus grande partie possible du boisé. Si on est capable d'acheter la ferme Rojo et le bois Béquette au nord, on est capable de bâtir une école et de protéger un boisé au sud. Oui, donc je pense aussi, encore une fois, qu'on est tous d'accord sur l'importance de ce milieu boisé qui nous reste à l'intérieur du périmètre urbain. On le sait, on n'a plus beaucoup de forêts à l'intérieur du périmètre urbain, donc de là l'importance d'avoir une vision. On le voit dans le schéma d'aménagement, la ville a prévu ce développement-là sur le long terme du boisé à Scott-Lennox. Je pense qu'on a en main des éléments qui vont nous permettre de sauvegarder une bonne partie de ce boisé-là. D'abord, on est en plein plan nature qui nous aide à caractériser nos milieux. Donc, on voit qu'on a plusieurs marécages, ruisseaux et éléments à protéger dans ce boisé-là. L'idée, c'est de développer une vision en s'assoyant tout le monde ensemble, bien sûr, les citoyens, les fonctionnaires et les élus, parce que tout le monde détient des clés dans cette partie-là. Donc, une partie du bois, je pense, qui pourrait être protégée effectivement par un règlement de contrôle intérimaire sans avoir à l'acheter nécessairement. Ensuite, oui, on pourrait acheter une bande autour de ces milieux-là protégés et faire passer des sentiers. Pourquoi pas rêver à connecter? On a une belle réserve là, naturelle au Mont-Bellevue qu'on est en train de faire, mais force est d'admettre que ça a contingenté les usages aussi au Mont-Bellevue. Et si on veut développer une vision collective et en redonner plus en contact avec la nature, ça pourrait être très intéressant de faire cette connectivité-là avec le boisé et le Mont-Bellevue. Densification, on a un problème avec ça. On s'imagine souvent que les gens sont un par-dessus les autres. Puis effectivement, il va falloir se développer une façon de construire peut-être plus en hauteur, moins d'occupation au sol et de réviser nos façons pour garder le plus possible de boisé. Une école à proximité pourrait nous aider, mais il ne faut pas en détruire non plus nos milieux humides ni couper des forêts pour ça. Alors, voilà. Alors, bien, je pense qu'il n'y a personne qui va être surpris. Là. Le boisé à Scott-Lennox, la protection du boisé à Scott-Lennox, c'est probablement la raison qui m'a amenée à faire le saut, à me présenter comme conseillère. Pour moi, ça prend absolument un plan très ambitieux et un plan global. Le boisé à Scott-Lennox, c'est 280 hectares de forêt. Alors, nous, on a proposé avec Sherbrooke Citoyen, on s'est engagé, en fait, à en faire un parc régional. Un parc régional, c'est quelque chose qui existe là, au Québec. Là. C'est une structure qui nous permet, d'avoir des leviers financiers. 2, de donner une vocation récréative à un emplacement, comme le boisé à Scott-Lennox. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est dire la ville s'engage à faire un parc régional. Ensuite, ça va nous prendre effectivement plusieurs leviers. On ne pourra pas acheter tout le boisé. Mais là, le plan nature va nous donner certains leviers, mais qui ne seront pas suffisants pour protéger la plus grande part du boisé. Alors, il va falloir aussi travailler en réglementation, être plus sévère, comme par exemple interdire tous les remblais dans les milieux humides pour préserver des milieux qui ne le seraient pas déjà par le plan nature. Ensuite, on va pouvoir travailler avec des organismes de conservation comme Nature Canton de l'Est pour faire l'acquisition, pour donner des vocations de préservation à des territoires. Et on pourra ensuite aller avec des achats, comme par exemple pour l'école, comme Christian l'a proposé. Mais ça va vraiment nous prendre un plan ambitieux, global, et il va falloir que ça commence dès le 8 novembre. Merci. Alors, nous sommes toujours dans la section environnement. Donc, j'ai une question de Dariane Ramirez. Je ne sais pas si il ou elle est présent. Non? OK.
Donc, le développement immobilier est un sujet d'actualité dans notre quartier depuis plusieurs décennies. Des nouveaux projets immobiliers se sont succédés sans une vision à long terme et cela a engendré des secteurs où le plan d'urbanisme répond à peine aux besoins des citoyens. Lors de votre potentiel futur mandat, quelles sont les mesures concrètes que vous proposez pour assurer un aménagement urbain qui répondra aux besoins des citoyens tout en assurant une protection des espaces verts à haute valeur écologique? On commence, pardon. Je ne donne pas l'ordre, personne ne va parler. Alors, on commence avec Karine, Geneviève, puis Christian. Oui, merci. Effectivement, le développement immobilier actuellement, puis surtout sur les projets qui font mal à Sherbrooke, je vois particulièrement 2 projets, là, dont le Carré Belvedere, que les gens nous parlent beaucoup, mais aussi le plateau McCree, qui sont vraiment des gros projets qui ont été acceptés en bloc là, sur plusieurs hectares. Je pense que la Ville ne doit plus accepter des gros projets en bloc comme ça. Le Carré Belvedere, c'est 78 hectares. Donc, du coup, quand c'est accepté en 2016, le promoteur va chercher tous ses permis, même si c'est un développement qui va se développer sur 15 ans, il va immédiatement chercher tous ses permis de destruction au niveau de certains milieux. Je ne pense pas que c'est un développement, ou à l'image, en tout cas, de ce qu'on peut voir, qui est un développement qui est très respectueux. Donc, on a beaucoup de dynamitage, on a rasé tout ce qu'il y a là pour pouvoir se développer. Donc, en quelque part, je pense qu'effectivement, si on avait accepté ce projet-là plus par phase, ça aurait permis à la Ville d'avoir un plus grand contrôle sur la protection des milieux, parce que déjà en 2021, on est ailleurs, on ne veut plus détruire certains milieux, les tourbières, des choses à haute valeur écologique. Donc, c'est important de se donner ce pouvoir de décision-là au fil du temps dans les gros projets qu'on accepte. Ensuite, donc la protection, bien, le plan nature, ça nous amène à réviser nos règles. T'sais, on est un peu dans des règles qui sont très légères. On a besoin de donner des dents à notre réglementation. Donc oui, pour le plan nature, pour dire qu'est-ce qu'on veut sauvegarder puis qu'on veut plus couper, mais aussi la politique de l'arbre, donc d'amener l'augmentation du pourcentage de nos aires protégées qui sont à 12 % actuellement, mais aussi de nos espaces qui sont réservés pour parcs quand on fait du développement, donc d'arrimer ces pourcentages-là avec plus de cohérence en lien avec nos objectifs. Merci. Alors, en effet, s'il y a une chose qu'il faut absolument faire à Sherbrooke en ce moment, c'est revoir notre vision de développement. Pour moi, ça ne fait pas sens de voir des développements comme on voit au Carré Belvedere où on coupe tout, on rase tout, on dynamite et on monte des gros buildings. La politique de l'arbre, on en a parlé, mais pour moi, il va falloir qu'elle soit très ambitieuse elle aussi, parce que de ne pas laisser aucun arbre mature pour replanter ensuite, pour moi, ce n'est pas une solution viable. Il faut prévoir, des bandes tampons aussi beaucoup plus substantielles entre 2 quartiers. On a vu, moi, j'ai rencontré plein de citoyens sur la rue Beaupré qui maintenant se retrouvent avec un développement. On leur avait promis une bande tampon. Oups, il n'y a presque rien. C'est extrêmement difficile, en plus, pour créer une vie de quartier harmonieuse après ça. Les trottoirs aussi, parce que là, on parle de développement de nouveaux quartiers. En ce moment, c'est souvent la Ville qui doit payer pour les trottoirs dans des développements. Je pense qu'on devrait vraiment mettre nos culottes dans ce cas-là et dire, bien, pour tout nouveau développement, il faut prévoir qu'on puisse se déplacer à pied et à vélo de façon sécuritaire. Hein, ça ne devrait pas être en 2021. Là, le nouvel argent qu'on investit, ça devrait être pour remettre des trottoirs là où il n'y en a pas dans nos anciens quartiers où on voudrait en voir. On devrait aussi prévoir toujours une mixité dans un nouveau quartier comme ça, quand il y a autant de portes qui vont se créer, prévoir déjà des usages pour avoir des petits commerces de proximité pour pas que les gens aient toujours à prendre leur auto. Voilà. Merci. Ça permet quand même de dire que ce qui est déposé ici comme proposition là, de la part des 3 personnes candidates, ça fait beaucoup de sens. Moi, je pense que les citoyennes d'Ascot sont chanceux d'avoir un choix à faire dimanche prochain. Et ça s'applaudit. C'est très vrai, ça. Donc, je vais pas répéter ce que mes collègues ont dit. J'ajouterais cependant que il me semble qu'en 2021, construire un bloc appartement en béton, c'est un peu passé date. Où sont les matériaux nobles? Comment ça se fait que nos bâtiments, quand on les construit, ne sont pas déjà vus avec peut-être des notions de géothermie, avec peut-être des toitures plus vertes, avec d'autres matériaux, d'autres éléments de construction qui déjà harmoniseraient notre milieu. Puis là, c'est fantastique, hein, parce que dans Ascot, là, on va pouvoir déposer une belle demande de financement
pour lutter contre les îlots de chaleur alors qu'on avait plein de forêts partout. Voilà. Merci. Donc, avant de partir en pause, on va faire la dernière section qui est le segment sécurité. On a une question anonyme, donc je vais la lire. Dans la communauté L'Immaculée Conception, les résidents utilisent fréquemment un passage qui traverse la voie ferrée entre les rues Fabre et Hélène C. Poirier. Des démarches ont déjà été effectuées auprès de la ville de Sherbrooke afin de rendre plus sécuritaire ce passage. Mais ni la ville, ni le Canadien Pacifique, propriétaire du chemin de fer, ne souhaitent en prendre responsabilité et investir des sommes pour une traverse sécuritaire. Que comptez-vous faire pour assurer la sécurité de ce passage, sachant que les gens continuent à l'emprunter malgré qu'il y ait un message d'interdiction installé par la ville de Sherbrooke? Donc on commence avec Geneviève, Christian, puis Karine. Oui. C'est très drôle parce que je suis passée là dernièrement, justement, puis je parlais aux gens qui habitent juste sur le bord, puis ils disaient, il y a tellement de monde qui passe ici, puis moi, je l'avoue, chaque fois que je m'en vais au Carrefour Accès Loisirs, c'est par là que je passe. C'est un chemin naturel. En urbanisme, je pense que c'est un concept qui s'appelle la ligne de désir, là, mais moi, je trouve qu'on aurait tellement avantage dans nos villes à utiliser les chemins. Il y en a plein comme ça là, dans le quartier. Amusez-vous là, à vous promener. Il y a plein d'endroits qu'on peut voir que les gens utilisent, qui ne sont pas du tout aménagés pour ça, mais c'est clairement là le chemin le plus intelligent pour connecter nos milieux de vie. Exact. Avant, il y avait un escalier en béton, c'est ça? Ouais. OK. Fait que pour moi, ce genre d'infrastructure-là, il faut que la ville investisse pour rendre facile les déplacements qui sont naturels pour la population. C'est comme ça, on parle de vivre ensemble et tout ça, mais c'est en connectant bien nos quartiers, en utilisant l'intelligence citoyenne qu'on va réussir à faire des quartiers vivants. Fait que pour moi, c'est clair qu'il faut trouver le moyen. J'ai pas le moyen concret, c'est-à-dire est-ce que c'est un escalier, est-ce qu'il faut passer par-dessus. Ça, je vous avoue que je travaillerai en équipe avec les urbanistes pour trouver la meilleure solution, mais pour moi, c'est une évidence qu'il faut travailler avec les citoyens pour aménager comme il se doit les quartiers. Merci. Merci, Francis, de le nommer parce qu'effectivement, pendant très longtemps, c'était un passage super bien balisé, des escaliers. Bon, il y avait peut-être des heures où on avait un peu peur de passer par là à certains moments, là, mais c'était ça. Bon, maintenant, c'est comme si on donnait la responsabilité aux citoyens. Hein? On leur disait, ben passez, mais à vos risques et périls. Donc, c'est plus dangereux que ça ne l'a jamais été, mais on a fait ça pour votre sécurité. Donc, il y a quelque chose, hein, évidemment, par rapport à ça. Il y a peut-être, en tout cas, je dis ça, là, mais dans la relation avec les compagnies ferroviaires, évidemment, on ne contrôle pas tout, mais il me semble que la ville de Sherbrooke pourrait certainement ouvrir un petit dossier là-dessus, là, et non seulement sur cette question de sécurité qui est très importante, mais en même temps aussi pour la voie ferrée qui traverse la rue Alexandre puis qui est abandonnée depuis des années, puis qui nous ferait une piste cyclable extraordinaire entre l'Est et l'Ouest, qui éviterait aux cyclistes de passer par le centre-ville pour se rendre, par exemple. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui reste à Fleurimont pourrait très bien aller travailler au bureau de la commission scolaire au Triolet en passant par cette piste cyclable-là. Ça y prendrait une demi-heure à vélo pour se rendre. Alors, peut-être que dans la relation entre la ville de Sherbrooke et les compagnies ferroviaires, il y a peut-être un petit quelque chose à faire, là, des représentations à faire de ce côté-là. Mais sur le passage en tant que tel, je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est extrêmement pertinent de réouvrir ou en tout cas de voir à resécuriser ce lieu pour les citoyens. Merci. Ouais. On pourrait essayer de faire quelque chose avec ça, effectivement. Ouais. Je ne suis pas tout seul à penser ça. Non. OK. Il y a un projet. Merci. Donc, c'est la fin de notre première partie. On va faire une pause. J'ai pas parlé, mais je vais faire ça vite. Excuse-moi, Karine. Hey, non. J'étais sûre que tu avais parlé. C'est une blague. En même temps que tout le monde. Donc, une question très importante, justement, sur la sécurité de ces passages-là. C'est une question là, que j'ai réouvert à la ville, là, surtout dans la dernière année. Donc, dans une première instance, j'ai questionné, en fait, nos services de ville sur qu'est-ce qui se passe avec cette traverse-là, qui est effectivement non sécuritaire. Puis là, il y a un câble, tu sais, pour monter en haut de la côte qui nous arrive sur Short. Et donc, la réponse, tu sais, des services est effectivement parce que la relation avec le CP n'est pas si évidente.
Puis est effectivement une question de responsabilité. Moi, c'est sûr que j'ai pas accepté cette question-là de dire on fera pas un bel escalier pour se rendre là parce que là, c'est rendu à traverser, c'est pas la responsabilité ville. Donc, c'est sûr que j'ai pas accepté cette réponse-là. Donc, j'ai interpellé M. le maire sur cette question-là parce qu'on a 2 voies de chemin de fer, là, entre autres, justement, le pont qui traverse là, au-dessus de Purina. On a eu des problèmes aussi de sécurité à ce niveau-là. Et donc, j'ai amené le maire marcher les 2 voies ferrées pour démontrer comment que ça n'avait pas d'allure, cette façon de laisser ça comme ça en branle. Et donc, c'est sûr que, dans le fond, il m'a dit qu'il ferait les démarches auprès du CP pour voir, et auprès des services, pour voir les possibilités de rendre plus sécuritaire la descente, l'accès et la traversée de cette voie de chemin de fer-là. Donc, c'est un dossier à suivre, mais que je prends très au sérieux à ce niveau-là. Tout le monde a parlé, là? C'est bon? Donc, c'est la fin de la première partie. On va faire une pause de 10 minutes. Juste vous rappeler que la soirée se termine à 20h. Là, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure. Donc, bonne pause, puis allez vous réapprovisionner. Les verres sont vides. Je vous demanderai votre attention, s'il vous plaît. Pour les personnes qui sont en train d'avoir une discussion super intéressante, je vous invite à la compléter à 20h01, soit l'heure où on va avoir terminé la soirée d'échange. Donc, pour redémarrer cette soirée avec une nouvelle question, on va aller du côté des jeunes du local 6-12 ans. Donc, la première personne à répondre va être Christian, suivi de Karine, puis Geneviève. Christian, tu devrais retrouver une enveloppe « Question des jeunes ». Je t'invite à l'ouvrir et à la lire. Tu pourras répondre ensuite. Alors, pour nous, dans un monde idéal, on aurait accès à l'autobus sans frais et on pourrait manger du McDonald's et du Subway à volonté gratuitement. J'aime ça. C'est bon. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein? Vous, quel est votre monde idéal? Alors, en partant, moi, je préfère la poutine, là, je fais juste le dire, là. Mais... ben, c'est drôle, hein, quand on parle d'un monde idéal. C'est vraiment une très belle question. C'est une question d'espoir, en fait, qui nous est posée. Moi, j'aurais envie de dire que on aurait tous envie que tout soit gratuit. Puis c'est pas le cas. Puis je pense qu'on pourrait aborder la question différemment sous l'angle de la responsabilité collective. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais le McDo et le Subway gratuit, là. Mais il y a un paquet de choses, par exemple, que si on se serrait les coudes, si on faisait preuve d'une lecture plus solidaire de notre développement, bien, il y a des choses idéales qu'on pourrait atteindre. Puis ça, c'est vrai dans tous les milieux. Puis c'est vrai aussi dans des secteurs où on n'a à peu près pas de contrôle, tels que l'évasion fiscale, par exemple. Comment se fait-il que nous, à Sherbrooke, au Québec, dans une société si riche, comment ça se fait qu'à chaque soir, en dessous du pont Joffre, il y a des gens qui dorment avec des couvertes? Ça me paraît, dans un monde idéal, notre responsabilité collective de mettre fin aux iniquités sociales. Moi, mon monde idéal, c'est Loki. Merci, Christian. Autour de Karine. Oui, merci. C'est effectivement une question très intéressante qui nous amène à dire qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut dans nos quartiers? C'est quoi nos besoins ou les différents besoins aussi de notre population?
Avant d'entrer dans la diversité des besoins, je veux faire un petit rebond sur l'accès à l'autobus parce qu'effectivement, je trouve que c'est une question drôlement intéressante. Il y a des choses actuellement, des projets qui sont intéressants aussi pour donner plus d'accès. Mais c'est sûr que quand on se met à réfléchir à cette question-là, on peut aller loin. On peut parler, on pense aux autobus de la ville, on peut penser aux autobus scolaires, on peut penser aux différents services qu'on peut donner. Puis je me disais l'autre jour, si on offrait le bus gratuit, par exemple, à toutes les personnes de 18 ans et moins, est-ce qu'on ne viendrait pas aussi, en quelque part, favoriser l'occasion de prendre le bus, de se familiariser avec ce mode de transport-là, puis donner le goût aussi de l'emprunter, tu sais, aux jeunes? Donc, ça, il y a ces éléments-là. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on veut dans notre quartier? Donc, on veut une offre diversifiée. Évidemment, il n'y a rien de gratuit, mais on veut une offre qui est... qui répond à plusieurs besoins. Donc, oui, on peut avoir effectivement des restaurants. On n'a pas beaucoup de choses dans Ascot, là. On est un peu stagné là, au niveau de l'offre commerciale. Ça fait des décennies que les gens attendent une consolidation de l'offre commerciale au cœur du quartier, ce qui s'en vient dès ce printemps avec la construction de 2 bâtiments en avant du métro et qui vont amener une certaine vitalisation là, à l'intérieur du quartier. Merci. Merci. Alors, le monde idéal. Bien là, je vais faire du pouce un peu sur ce que Christian a dit, là, sans que tout soit gratuit pour moi, pardon. Il faudrait vraiment que personne ne manque de rien. T'sais, pour moi, c'est vraiment le cœur de l'affaire. Là. Je veux dire, ici, dans Ascot, on a des grandes diversités, pas juste culturelles, mais aussi de milieux socio-économiques. Puis ça, pour moi, c'est majeur. Il faut que tout le monde puisse avoir les mêmes chances dans la vie. Comme ville, j'aimerais ça aussi que chacun d'entre nous, puis ça veut dire tout le monde d'Ascot, ait une voix, puisse se prononcer sur l'avenir de sa ville, puisse dire qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans nos quartiers. Puis j'aimerais ça qu'on puisse rêver à sauver vraiment nos boisés, à avoir accès à nos commerces de proximité, à avoir une ville où on a des activités qui nous ressemblent, qu'on peut inventer, qu'on peut créer, puis qu'on est soutenu par l'appareil municipal plutôt que parfois découragé. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va pouvoir passer au segment carte blanche. Donc là, vous allez pouvoir poser vos questions aux 3 candidats sur tout thème confondu. Je vais juste faire un rappel des règles. Vous allez venir ici au micro qu'on va désinfecter avant. Gardez votre masque quand vous arrivez, puis vous pouvez le retirer après. La question, malheureusement, on ne peut pas la poser à un candidat en particulier, donc il faut vraiment que ce soit une question générale. Puis chaque candidat va y répondre comme tout au long de la soirée. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Puis un maximum 30 secondes à peu près pour poser la question, puis être vraiment clair, concis. C'est très carré. Donc on va prendre les questions aussi sur Facebook s'il y en a. Donc c'est carte blanche pour vous, mesdames et messieurs. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question? Oui? Parfait. Vous pouvez vous diriger au micro d'AIC pour la poser. Bonsoir à tous. Tout va bien aller, vous l'avez vu. Tout va bien aller. Question 30 secondes. Déjà, merci pour la richesse de vos réflexions. On a entendu beaucoup de consulter les citoyens, faire des projets, aller bonifier le quartier, bonifier les espaces. On parle de la population. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous assurer que la population sache qu'on attend d'elle, qu'on fasse en sorte qu'ils sachent dans quoi ils peuvent s'impliquer? Des fois, il y a des gens qui ont des bonnes idées sur un sujet, mais pas sur tout. Donc, ils s'excluent tout seuls. Et de quels moyens vous allez mettre en œuvre pour faire tomber ces barrières, vraiment rendre accessible la parole aux gens? Tout le monde n'a pas l'aisance de parler. Pour tout le monde, ce n'est pas facile de comprendre comment il peut contribuer. Et je pense que quand on parle de population, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte vraiment de les rejoindre. Déjà, aujourd'hui, comment est-ce que vous les rejoignez? Est-ce que vous les rejoignez suffisamment? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour les rejoindre? Parce que c'est le seul moyen d'avoir la parole du peuple, c'est de lui donner la parole et de s'assurer qu'il puisse savoir, comprendre, entendre et s'exprimer. Ça sera ma question. Et une deuxième question qui sera rapide. Par rapport à ce que soulevait monsieur, il y a plein de projets en route, ou c'est une remarque ou une question, je ne sais pas. Comment faire en sorte qu'on les pense bien, les projets? Ce n'est pas d'être tous dans l'engouement, les développer et dire « Ah, après, il faut éteindre 10 incendies parce qu'on a une bonne idée qui finalement, c'est des pétards à la fin ». Donc, comment les penser bien dès le début pour qu'ils servent à tous? Voilà, merci beaucoup.
De passage, Jérémy, parce que je suis en désinfection. Parfait. Oui, donc pour l'ordre de passage, pour les réponses, si je ne me trompe pas, oui, ça va être Karine en premier, ensuite Geneviève, puis Christian. Et la durée de réponse est la même. Oh là. Merci beaucoup pour vos questions très pertinentes. Donc, alors, la population, qu'est-ce qu'on attendait? Comment on met ça en œuvre? C'est une grande question. Je pense que ça demeure un défi. Comment on réussit à bien rentrer en communication avec les gens? C'est pas tout le monde qui a Internet. Il n'y a pas une solution. Je pense que c'est une multicouche de solutions. Moi, déjà, quand il y a des projets de modification de règlement, je me fais un devoir d'informer les gens qui sont concernés dans le secteur par lettre pour dire déjà, voici ce qui se passe, il y a cette modification-là, vous pouvez vous prononcer à telle étape. J'aimerais bien que ça soit une responsabilité même de la ville, éventuellement, qu'on prenne la responsabilité de dire aux gens, voici ce qui se passe dans votre quartier, puis vous pouvez vous prononcer et de ne pas juste afficher ça dans le journal un samedi où personne ne le voit. Donc, il y a ces éléments-là. Il y a aussi notre journal Regard, qui est un excellent élément. Le journal est en transition actuellement, donc il est distribué à 5000 portes. Moi, je communique aussi beaucoup dans le journal sur qu'est-ce qui arrive, les décisions qui sont prises au conseil municipal. Il y a une transition numérique là, qui va s'opérer. Et donc, ça aussi, ça peut être un bon moyen, des fois, de donner les nouvelles municipales, de ce qui s'en vient, de la vision des choses. Ensuite, vous parliez de comment on pense un projet dès le début dans sa vision. Donc, des fois, on remarque que les gens ont une vision par projet, donc on se met sur le bout des pieds au-dessus d'un projet, mais je pense que l'idée, c'est d'avoir cette vision globale-là et de se mettre sur le bout des pieds au-dessus d'un quartier, puis d'évaluer l'ensemble des éléments importants. Est-ce qu'on a un bon accès? Est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce qu'on a de la nature à proximité? Est-ce que? Donc, l'idée, c'est vraiment de se donner une vision globale du quartier. Merci. Merci, Karine. Donc, effectivement, très grande et pertinente question. Et je me la pose souvent, en fait. Puis, je sais que les tables de quartier vont pouvoir témoigner qu'ils se la posent aussi, puis qu'ils mettent en place plein de stratégies que je trouve toujours très intelligentes. Puis, on a encore de la créativité à avoir. Mais moi, disons, dans mon rôle de conseillère, ce que je réalise depuis 3 mois que je fais du porte-à-porte presque quotidiennement, et c'est d'une richesse incroyable d'aller à la rencontre des gens. Puis c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne seront jamais à l'aise de venir nécessairement à une consultation ou qui n'auront pas accès à l'information, qui n'auront pas... Pour moi, aller cogner aux portes des gens, j'ai accès à une information que je n'aurais jamais eu accès juste en fréquentant les tables de quartier, justement, les rencontres citoyennes. Pas parce qu'elles sont tout à fait pertinentes, mais ça prend plus que ça. Il y a des gens qui ne se déplaceront pas. Fait que pour moi, comme conseillère, c'est super important que le porte-à-porte ne se fasse pas juste en campagne électorale. Je ne dis pas que je vais faire toutes les portes chaque année. C'est beaucoup de travail, mais d'aller faire du porte-à-porte dans chacun des secteurs de Ascot tout au long de mon mandat pour capter justement les enjeux et les défis que vivent chaque personne et prendre leur opinion aussi sur les sujets, sur les projets de développement qu'on a. Puis, ben, ça fait le pont justement avec la deuxième question. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire confiance à notre population puis utiliser l'intelligence collective quand on met en place un projet. En ce moment, souvent, on apprend le projet, là, on le voit une fois que c'est sur le point d'être adopté, on ne peut plus se prononcer ou il nous est prononcé, on peut faire quelques suggestions. Moi, je pense qu'on doit vraiment informer les citoyens en amont, longtemps avant, et même les élus, je sais qu'on n'a pas toujours l'information soi-même comme élu, mais ça, c'est quelque chose à modifier. Merci beaucoup. Merci pour la question, en effet. À court terme, au lendemain là, de la prochaine élection, il y a une nécessité de mettre en place une grande conversation dans le quartier. Ce qu'on souhaiterait mettre de l'avant avec ça, en marge du référendum sur le règlement de zonage, c'est d'aller sonder par focus group, donc en divisant le district en plus petits groupes, pour aller chercher l'opinion des gens sur ce qu'ils veulent voir se développer dans le quartier. Une grande conversation, c'est un élément important en début de mandat, surtout dans un district qui est en pleine effervescence. Donc ça, c'est un premier moyen de prendre ce qu'on va retirer de cette grande conversation et de trouver les éléments, les voies de passage, les éléments convergents autour de ce qu'on veut développer. Je partage aussi l'idée
que le porte-à-porte, c'est très exigeant, mais c'est aussi très important comme geste, comme conversation. Et bien qu'on ne puisse pas faire le quartier tout le temps à chaque année, il y a quand même la possibilité de se donner cet objectif, d'en faire le plus souvent possible, ne serait-ce que des petits bouts de rue à la fois, pour aller chercher cette espèce de commentaire spontané. Également, une tournée des organismes et des organisations petits commerces du quartier, c'est nécessaire. Pour la deuxième question, s'attacher au fondement. Pourquoi on fait quelque chose? Le reste va suivre. Parfait. Je regarde Oui. Françoise, semblerait avoir une question en ligne, c'est ça? Oui. OK, je t'écoute, puis je vais la répéter dans le micro. OK, je vais la lire. Donc, pour expliquer ce qui se passe, là, en fait, on prend les questions des personnes qui sont sur place au Baobab, mais également des gens qui nous suivent sur Facebook via la web diffusion. Donc, la question qu'on va entendre de AIC, c'est quelqu'un qui a laissé cette question en commentaire. Exactement. Donc, que proposez-vous faire pour pallier au manque de locaux communautaires dans Ascot? Puis là, dans l'ordre, Geneviève, Christian, puis Karine. Ça, c'est vraiment une très grande question. C'est une grande question, puis je l'avoue très humblement et très franchement, j'ai pas toutes les informations en main pour être capable de répondre à ça. Je ne sais pas quels sont les besoins exactement. Est-ce que c'est des petits locaux? Est-ce que c'est des grands locaux? Qu'est-ce qu'on a besoin? Mais certainement que c'est revenu souvent pour moi au porte-à-porte, à savoir, on a besoin de plus de lieux pour se rassembler. Est-ce que c'est des organismes qui demandent ces locaux-là? Est-ce que il manque un petit peu d'informations là, pour pouvoir bien répondre? Mais moi, c'est clair que là, on parle de développement souvent commercial dans Ascot, mais le développement social et communautaire est aussi important. On a des opportunités, on a des locaux vides un peu partout ici même. Là, je regarde le centre d'achat ici. On a d'ailleurs un superbe organisme avec le Baobab qui s'est installé ici. Est-ce qu'on peut maximiser nos locaux qui sont vides? Il y a aussi au coin Thibault et Belvedere qu'il y a beaucoup de locaux vides. Est-ce que la Ville peut faire des partenariats, des négociations pour avoir accès à ces locaux-là et les donner, les rendre disponibles à la population? Merci. Ouais, je pense que c'est important, la question de bien saisir effectivement si on parle de locaux communautaires pour les organismes. D'une part, personnellement, là, on a, il y a quelques années, comme Corporation de développement communautaire, procédé à l'achat d'un bâtiment qui loge aujourd'hui 14 organismes, organisations à vocation sociale communautaire à Sherbrooke. Il y a encore beaucoup de besoins. On reçoit encore des demandes, des gens qui disent, nous, on cherche des locaux qui soient adaptés à ce qu'on fait comme organisme communautaire, puis qui vont nous permettre aussi de pleinement réaliser notre mission. Maintenant, il y a aussi la question du partage de ressources humaines, financières, matérielles, mutualisation de services, autres stratégies que les organisations peuvent mettre de l'avant pour essayer de diminuer les inconvénients de la recherche de locaux ou du manque d'espace. Si on parle de logements communautaires plus vastes, de lieux de rassemblement, bien évidemment, on a quand même plusieurs espaces extérieurs qui peuvent le faire. Le café ici en est un. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités potentielles pour développer ces lieux de rencontre? Certainement. Est-ce que les bureaux de l'arrondissement sont suffisamment occupés? Est-ce qu'on est capable, encore une fois, de développer des partenariats intéressants en soutenant nos écoles qui peuvent jouer un rôle là-dedans? Il y a la Maison des grands-parents qui a une petite salle de réunion qui peut être utilisée aussi. Il y a des coopératives d'habitation. Vous voyez, le potentiel est là. Je pense qu'encore une fois, comme je l'ai nommé tout à l'heure, il y a peut-être une question de liant pour être capable de trouver la solution à ces problèmes. Merci. Oui, merci. Donc, effectivement, le besoin des locaux communautaires, puis on voit, là, comme le Baobab ici, ça vient répondre à un besoin, on dirait, qui n'était pas du tout, ou plus ou moins répondu dans le quartier. Les gens louent le Baobab, viennent en rencontre en arrière, donc c'est un lieu de rassemblement qui vient répondre à ce besoin-là, puis on en veut plus, je pense, des Baobabs comme ça, puis qui permettent ce genre de rencontres-là. Lors des planifications stratégiques d'Ascot en santé, on entendait déjà depuis plusieurs années le désir d'avoir une maison de quartier, de rassembler justement certains services, certains organismes pour la population.
Donc, c'est sûr qu'on n'a pas de maison de quartier, mais il y a des éléments quand même qui se mettent ou qui vont se mettre en place. On parle de la place citoyenne, on parlait tantôt de la transformation du bâtiment de service à la place Belvedere. Donc, un local qui est donné aussi aux citoyens pour des activités, pour des rencontres, pour des jeux, pour des conférences ou des formations. Donc, ça, c'est un élément intéressant pour répondre à ces besoins-là. Le Café Baobab, on l'a dit, ça aussi. Et aussi, refaire une beauté aussi à nos... ici, le Carrefour du Nant. Donc, refaire une beauté pour se mettre beau, puis être attirant aussi pour des nouveaux organismes, pour des nouvelles missions. Et donc, ben voilà. Donc, puis les partenariats avec l'école aussi, si c'est des locaux à ce niveau-là. Mais il y a quand même quelques initiatives là, qui se mettent en place en ce moment pour redonner des locaux disponibles pour les activités citoyennes. Merci. Il y avait des questions par ici. OK. Pardon? Ah, OK. OK. Oui, OK. Très bien. Oui, madame. Bonsoir. Je suis très grande. Pour préciser, donc bien parler près du micro pour qu'on vous entende bien. Oui, je suis Roberta, je suis une femme immigrante et je sais qu'ici au quartier Ascot, il y a beaucoup d'immigrants, comme moi aussi. Et je voudrais parler d'un sujet qui est très complexe et je sais que ce n'est pas seulement les conseils municipaux, la ville de Sherbrooke qui va résoudre les problèmes, mais par rapport à l'employabilité des personnes immigrantes. Parce que nous, quand nous sommes arrivés ici, il y a beaucoup de difficultés de trouver un travail qui respecte notre connaissance, notre acquis, notre compétence qu'on a déjà fait dans notre pays d'origine. Et quand nous sommes arrivés ici, c'est comme un nouveau départ. On va commencer à apprendre une nouvelle langue, le français. On va commencer toute l'autre fois. Et toutes les études et toutes les expériences qu'on a dans nos propres pays, c'est comme c'est rien. Et je sais que ce n'est pas les sujets qu'on va résoudre facilement, mais je voudrais vraiment savoir quelles sont votre idées par rapport à ce sujet d'employabilité des personnes immigrantes. Merci. Donc, pour l'ordre des prises de parole, on commence par Christian, puis Karine, ensuite Geneviève. Merci, Roberta. Effectivement, c'est une question complexe, puis ça dépend aussi beaucoup des postes qui sont offerts, etc. Moi, j'aurais envie, puis je sais qu'il y a des organisations qui le font déjà, mais je pense qu'il y a une possibilité ici là, d'aller un peu plus loin dans le processus de ce que ça veut dire d'embaucher une personne qui est issue de l'immigration puis qui fait face à ces défis-là. On en a un, nous, dans notre équipe, là, à la Corporation de développement communautaire, autour du projet Solidarité Transport et l'accompagnement, ce qu'on a fait pour accompagner cette personne-là, ça a été un choix organisationnel. Alors, on ne peut pas prendre quelqu'un qui arrive comme ça et puis juste l'installer sur une chaise puis dire, ben vas-y, travaille. Donc, il y a une responsabilité organisationnelle de la part de l'employeur de s'assurer qu'il y ait ce lien-là. Mais cet employeur-là a donc besoin d'être soutenu, puis c'est là, je pense qu'il y a des liens à faire. Et cet employeur-là peut parfaitement être la ville de Sherbrooke, par ailleurs. Une fois qu'on a dit ça, vous avez aussi raison qu'il y a une législation et il y a un cadre actuellement au Québec qui empêche la reconnaissance notamment des acquis et des diplômes, qui font que, par exemple, une collègue de travail doit presque refaire la totalité de ses études pour être psychologue, alors qu'elle l'était déjà lorsqu'elle est arrivée chez nous. Alors, ce sont des enjeux qui sont vraiment très importants, mais merci pour la question. Merci, Christian. Maintenant, Karine. Oui, c'est à moi. C'est moi? Oui. Excusez-moi. Voyons, j'étais distraite. Merci beaucoup, Roberta, pour votre question, pour votre courage de venir aussi venir au micro pour mentionner tout ça.
tout mon respect pour ces nombreux défis que vous avez à vivre. Puis là, vous l'avez nommé, l'acquis de nos compétences, la reconnaissance de notre milieu d'accueil, la langue qui est aussi une grande barrière par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, bon, oui, il y a pour les acquis et puis tout ça, il y a des responsabilités, effectivement, qui sont plus gouvernementales ou provinciales. Bon, on l'a dit, puis je l'ai nommé un petit peu tantôt, la Ville de Sherbrooke, on est un des plus grands employeurs, on est parmi les 5 plus grands employeurs de la Ville de Sherbrooke. Donc, je pense qu'on a aussi un exemple à donner pour employer, puis rendre accessible et puis diffuser aussi auprès des différents réseaux les emplois de tous les niveaux qu'on a dans l'appareil municipal, autant dans la direction générale ou les différents services. Donc, en donnant l'exemple, on pourrait aussi se dire qu'on a envie d'insuffler aux plus grands employeurs aussi cet élément-là pour les inviter aussi à une plus grande ouverture et accessibilité. Donc, on a vu aussi des beaux programmes je vais regarder par là parce que c'est là que mais des programmes de mentorat aussi. On a vu avec les femmes entrepreneurs des très beaux programmes de jumelage qui amènent une expertise, des conseils et aussi un réseau de contacts. Donc, dans l'aspect du jumelage, ça, effectivement, je trouve ça très intéressant là, pour amener les gens sur le terrain. Excuse-moi, je ne regardais plus. Je t'ai dit que je regardais, puis je ne regardais plus. Merci. C'est comme du déni. Oui. Bien, merci vraiment beaucoup, Roberta. C'est vraiment des gros enjeux qui sont extrêmement importants puis que je suis certaine que vous n'êtes pas seule à vivre ici, à vivre dans Sherbrooke. Justement, en travaillant avec Christine Labrie dans les dernières années, c'est un enjeu qu'on a beaucoup, qui nous a beaucoup été adressé. Puis effectivement, là, ça se passe beaucoup à d'autres paliers. Mais par contre, je pense que comme ville qui accueille un grand nombre de personnes immigrantes, on doit se poser la question comment on peut mieux soutenir les gens qui arrivent ici, qui se cherchent un emploi, qui ont plein de compétences, puis qui ne se trouvent pas, qui n'ont pas de reconnaissance de leurs acquis. Je lance quelques voix. Là. Clairement, il faudrait s'asseoir et y réfléchir ensemble. Et là-dessus, je dirais d'ailleurs que je parlais tantôt du conseil, le conseil de la diversité culturelle. Moi, je trouverais tellement intéressant comme enjeu pour ce conseil-là de travailler ça ensemble avec les citoyens qui le vivent. Mais quelques pistes comme ça, je sais qu'Entreprendre Sherbrooke, par exemple, accompagne beaucoup les entrepreneurs, mais est-ce qu'on pourrait mettre un petit plus pour dire, bien, on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de l'extérieur, qui ont plein de compétences, est-ce qu'on pourrait mieux les accompagner et leur donner de la formation pour qu'ils puissent implanter des nouvelles entreprises qui vont leur permettre de faire valoir leurs compétences? Comme fonction publique, je pense qu'on a aussi un rôle de modèle et je pense qu'il faut aussi aller chercher et bien accompagner, faire des programmes un peu de mentorat, puis intégrer aussi la diversité dans notre fonction publique. Et c'est bon. Finalement, j'avais plus d'idées que je pensais. Merci. Là, il y avait 2 autres questions. Un monsieur avant? OK. Puis, pendant que vous vous dirigez vers le micro, juste valider avec Françoise, est-ce que nous avons d'autres questions en ligne pour le moment? Non? Parfait. Bonsoir. J'étais un peu à la recherche de la question synthèse dans tout ça. Il est question du boisé, il est question d'un référendum, d'une épicerie de quartier, il est question de solutions à l'engagement communautaire. Puis c'est-à-dire que moi, ça fait 1 an que je suis à Sherbrooke, puis je suis encore un peu à la recherche de mon sentiment d'appartenance. J'ai eu, je viens de l'Outaouais, j'ai vécu un bout de temps en Montérégie, puis je me souviens, ça n'a pas pris 6 mois, j'étais dans une ville au sud de Montréal, puis ça n'a pas pris 6 mois, puis déjà je sentais que j'appartenais, j'étais fier de dire que j'appartenais à la ville, puis que j'allais m'impliquer comme je pouvais parce que je sentais, j'avais trouvé ma ville d'adoption. Alors, mais la vérité, c'est que c'est ça, ça fait 1 an, la pandémie il est sans doute pour quelque chose, mais ça fait 1 an, je me sens encore un peu comme un visiteur ici, là. Fait que, je comprends ici, le Baobab, ça a l'air d'une super de belle solution à l'engagement, à trouver des causes qui m'intéressent,
mais je me demandais, j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment comptez-vous créer des implications, des possibilités de s'impliquer pour le monde qui viennent d'arriver peut-être, puis qui ils veulent trouver un sentiment d'appartenance à la ville ici? Merci beaucoup. Donc, pour l'ordre des réponses, Karine, suivie de Geneviève, puis de Christian. Donc, le sentiment d'appartenance, le vivre ensemble, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très central dans notre communauté d'Ascot. Puis vous l'avez dit, bon, la COVID, ça le fait mal à différents niveaux, au niveau des activités de quartier, des fêtes de quartier, de tous les rassemblements qu'on a pu ou pas avoir avec ça. Comment on trouve son sentiment d'appartenance parfois? Parce que quand on n'est pas en temps de COVID, quand même, on doit dire qu'Ascot est un quartier assez animé. On a des grandes fêtes. La fête, je pense à Voisinage en fête au Parc Belvedere, à la Family Fête, qui est une des plus vieilles fêtes du quartier de Sherbrooke. On a plusieurs activités aussi de communauté, fleurir son quartier, le souk, le brunch, encourager l'organisation aussi des fêtes de voisinage. Donc ça nous met en phase de rencontrer nos voisins, de se présenter, des fois de fêtes de voisins, de discuter des enjeux dans notre rue, de sécurité, de qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc ça, c'est sûr que c'est pour moi des éléments qui sont assez centrales pour animer, nous donner notre sentiment d'appartenance, puis ensuite de voir comment on veut s'impliquer par rapport à ça. Sinon, d'autres éléments, ben, des fois, des petites implications sur des projets à venir, ça peut nous renforcer notre sentiment d'appartenance. Par exemple, ici, on aimerait bien, on rêve d'avoir une placette ou une terrasse au Carrefour du Nord pour embellir, rendre ça plus beau, puis d'avoir une place où qu'on puisse se réunir. Et donc, ben, pourquoi pas la rêver avec les citoyens, justement, ce futur plan-là. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent nous amener à rêver notre quartier pour s'y sentir encore plus inclus. Voilà. Merci. Alors, merci Benoît. Clairement, c'est un gros enjeu. Puis là, on parle d'accueillir nos nouveaux arrivants, mais il y a les nouveaux arrivants aussi qui arrivent juste d'une ville d'à côté. C'est pas une question facile parce que souvent, c'est l'accès aussi à l'information. Fait que je me dis, est-ce que, tu sais, en ce moment, par exemple, je prends le journal Regard, qui est notre journal ici de quartier, qui nous permet de savoir un petit peu ce qui se passe dans le quartier, nous référer à nos organismes, mais si on n'a pas le Publisac, on ne le reçoit pas, si on n'est pas encore sur la liste de diffusion. Fait que, est-ce qu'il pourrait y avoir un moyen de rejoindre tout le monde en diffusant vraiment soit le journal de manière systématique ou d'avoir vraiment aussi quelque chose qui regroupait par la ville? Je sais que ça existe déjà. J'ai déjà reçu ça, moi, une fois, un espèce de bottin par la ville qui regroupait plein d'organismes, mais c'est souvent peu chaleureux, pas très personnalisé aussi avec notre quartier. Fait que est-ce qu'on pourrait faire un petit outil comme ça qui nous permettrait d'avoir accès à l'information, tout le monde, donc pas seulement si on a le Publisac. Ensuite, ben, c'est sûr que la multiplication des lieux, un peu comme le baobab, mais qui auraient chacun leur couleur, parce qu'on a juste un baobab puis on veut le garder comme ça, pour moi, c'est une grande clé. Mais les espaces publics, hein, tu as parlé un petit peu d'une place publique ici. Je sais que vous en rêvez depuis longtemps au baobab, puis on en rêve, je pense, comme quartier. Moi, d'utiliser les espaces qui sont souvent abandonnés, comme les stationnements, comme ici, le stationnement est énorme. Il y a quelque chose à faire avec ça. On peut habiter ces espaces-là, puis c'est comme ça que vous allez pouvoir, en tant que nouveau arrivant, nous rencontrer la population déjà, puis créer des liens, puis continuer à évoluer dans le quartier. Voilà. Merci, Geneviève. Bonjour, Benoît. Bienvenue dans le quartier. On va commencer comme ça, mais je pense qu'elle est là la clé. Bienvenue, c'est le fun que ce soit d'autre chose qu'une taxe quand on achète une maison. Il y a déjà eu des processus d'accueil plus sophistiqués là, où on était capable de, lorsqu'une nouvelle personne s'installait dans le quartier, de recevoir un peu ces nouvelles-là, puis de faire des approches autour de la table de quartier. Mais évidemment, c'est beaucoup de travail. C'était plus facile autour de groupes qui arrivaient souvent issus de l'immigration, notamment les personnes réfugiées, parce qu'ils étaient identifiés en arrivant. Dans votre cas, c'est plus complexe, mais bienvenue. Évidemment, arriver en pleine pandémie, ça change beaucoup dans le vivre ensemble. Là. On est tout seul ensemble à la maison, pas mal. Là. Mais je vous rassure, puis je pense que mes collègues l'ont bien dit, Ascot est généralement un district ou un quartier très vivant. Une fois qu'on a dit ça, j'ai été président, moi, de la table de quartier Ascot en santé.
Et à un moment donné, on avait un projet qui ne s'est pas avéré, mais qui avait quand même une marque, là. C'est-à-dire qu'on voulait créer une maison de quartier. Mais pas une maison de quartier avec un édifice, des briques, des fenêtres, dire bienvenue à la maison de quartier. On voulait plutôt identifier plusieurs lieux comme étant des maisons de quartier, 15 secondes. avec, lorsqu'on arrivait à ces lieux-là, une indication de où étaient les services dans le quartier, comment ça fonctionnait, puis etc. Les CPE, Famille Espoir. Le Blé d'Or était plus loin à l'époque, mais il n'était pas encore installé, mais plusieurs lieux comme ça, les écoles, où les citoyens pouvaient se Merci, référer pour dire Christian. bienvenue dans le quartier. Merci beaucoup. Merci. Peut-être ça va se faire un jour. Est-ce que... Il y avait une autre question. Oui. Mario, euh, il y avait une autre question. on va juste prendre une autre question. Oui, tu peux venir. Puis, en fonction du temps, ça nous mènerait à la fin de la soirée après cette question-ci. Donc, je crois que c'est Mario, votre nom. Si vous avez toujours votre question, je vous invite à aller vers les candidats après la clôture de la soirée pour échanger davantage. On va entendre maintenant la dernière question. Allô? Je voulais dire aussi, quand je suis à l'autobus, moi et ma mère, on va le matin, puis c'est comme les autos, ils passent full vite, puis quand mon autobus y arrive, il passe devant l'autobus, puis il s'arrête pas. Puis aussi, j'avais un autre commentaire pour en dessous du pont, parce que nous, on passe souvent en dessous du pont. Puis la estrade est pas loin, fait qu'ils dorment peu avec des couvertes. Maintenant, ils amènent des divans, puis des oreillers, puis des tables, puis tout. Puis, ouais, c'est ça. Bye bye! Oui. Moi, je veux savoir. C'est mon enfant. Le point par rapport, on l'a tout vu en dessous du pont Jacques, tu en parlais tantôt, c'est d'une tristesse. Et moi, je reste sur la rue d'Arche et des fois, on a cogné à ma porte fakeant une crise d'épilepsie puis qu'il fallait faire quelque chose pour me demander 20 $. Ben, j'ai jamais vécu ça, moi, depuis, puis ça fait 13 ans que je suis dans le quartier. Donc, ça me questionne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, sachant qu'on ne veut pas que Partage Saint-François referme une autre fin de semaine, là? Ouais. Mais quel pouvoir on a par rapport à l'itinérance? Je travaille à Équijustice, c'est à 3 blocs. Ben, une fois sur 2, j'ai quelqu'un dans mon bac ou quelqu'un couché par terre. Ça fait partie du décor maintenant. J'ai une inquiétude face à ça. Et juste aussi, quand je parlais de la estrade puis tout, avant, on voyait personne. Après, il y avait le Partage Saint-François. Puis il y a plein de personnes qui sont venues. Puis après, ils l'ont fermé pour je sais pas quoi. Puis après, ils sont en dessous du pont. Bye bye. C'est tout dit. Bravo. C'est clair. Donc, pour l'ordre des réponses, c'est Geneviève en premier, suivi de Christian, puis Karine. Eh bien, grand merci pour tes questions puis ton courage d'être venu nous les poser. Puis c'est 2 questions extrêmement pertinentes. Puis, bon, tu nous donnes du beau travail. Est-ce que je peux savoir à quelle école tu vas? OK. OK. Bien, pas de problème. Bien, c'est parce qu'on a un enjeu qui ressemble à ça aussi, je pense, sur la rue Belvédère, là, en face de l'école des 80. C'est-à-dire que l'autobus là, qui, quand elle arrive, les autobus continuent. C'est ça que tu voulais me dire, hein? Même si il y a le stop. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est quand il y a l'embarquement des enfants ou? Excusez, je prends comme du temps, mais c'est parce que je veux juste être certain. Quand c'est Yannick qui parle, j'arrête le temps. Ouais.
Oui, c'est ça, des beaux moments. Bien, pour moi, tu sais, pour ça, moi, je pense que la présence accrue là, de brigadiers est une des solutions pour vraiment tempérer. Parce que, écoutez, c'est sûr qu'il peut y avoir des infrastructures qui sont faites, mais c'est souvent très coûteux. Souvent, il faut hypothéquer une partie du terrain d'une école. Moi, je pense que de mettre des gens qui vont assurer la sécurité, vont s'assurer que les gens ne passent pas, c'est une des belles solutions de ce côté-là. La question de l'itinérance, écoute, ça, c'est une grosse question. Je n'aurai pas toutes les solutions ce soir, surtout pas avec le temps qui me reste. Il me reste 30 secondes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut plus jamais que le partage Saint-François est fermé. Ça n'a pas de bon sens. C'est la 3e fois. Il y a plusieurs enjeux là-dessus. Ce que la Ville peut faire, bien, c'est sûr qu'il y a un soutien accru de la Ville qui doit être fait. Puis, c'est ce dont Partage Saint-François a besoin, c'est eux qui peuvent le dire. Mais il y a aussi un enjeu de main-d'œuvre qui est énorme là-dedans. Et ça, à Sherbrooke, il faut le travailler, pas juste pour nos entreprises, mais pour nos organismes aussi. Fait que nous, on a proposé avec Sherbrooke Citoyen de créer un bureau de rétention de la main-d'œuvre. Mais moi, je pense qu'il faut s'assurer qu'à travers ça, on prend soin de nos organismes puis qu'ils sont représentés là-dedans puis qu'on s'assure d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée pour nos organismes. Merci. On vit à une drôle d'époque aussi, là. On est quand même dans un monde où il y a plus de voitures que d'humains sur la planète. Alors, il faut aussi penser que c'est pas un problème qu'on va résoudre rapidement, mais je pense aussi, puis je pense qu'on va être d'accord là-dessus, qu'on a besoin de se redonner ces marques de respect-là concernant, par exemple, lorsqu'un autobus met son stop, bien, il faut s'arrêter. C'est pas simple. C'est pas simple parce que des automobilistes qui ne respectent pas les règles de la sécurité routière, il y en a plusieurs. Mais il faut le faire. Puis il faut que tu continues de le dire, puis il faut que tu continues de prendre le micro, parce que c'est comme ça qu'on va changer les choses. L'autre élément. L'autre chose, par exemple, je veux quand même dire que j'ai côtoyé beaucoup le partage Saint-François comme professionnel. Je ne sais même pas s'il fallait que je le dise. C'est un milieu de vie extraordinaire. Je suis un ami personnel aussi du directeur général. Je peux vous dire que dans les dernières années, les derniers mois, là, ça a été extrêmement difficile pour tout le monde au Partage Saint-François. Puis il n'y a personne qui va travailler au Partage Saint-François aujourd'hui qui est fier de voir ce qui est en train de se passer. C'est sûr que la Ville de Sherbrooke a un rôle à jouer là-dedans, mais d'autres partenaires aussi ont besoin de jouer un rôle là-dedans. Et ça, c'est un leadership que la Ville peut prendre, d'aller s'asseoir avec le CIUS, d'aller s'asseoir avec d'autres partenaires puis dire ça suffit, le manque de financement pour le partage et pour d'autres organisations. Merci beaucoup pour des très bonnes questions et aussi d'être venu nous adresser ça au micro comme une vraie professionnelle. L'autobus, les gens, on l'entend puis on l'a entendu parce que l'enjeu a effectivement émergé un peu plus sur la place publique. Donc, l'enjeu de la sécurité pour les enfants autour de nos écoles, c'est un enjeu qui nous tient à cœur. Effectivement, on entend beaucoup, lorsque les enfants, à l'embarquement et au débarquement, des klaxons de chauffeurs et de chauffeuses d'autobus parce que les voitures passent. On le voit, on l'a vécu sur la rue Belvedere avec l'école des 80, on le voit à l'école Larocque, sur la rue Larocque lors du débarcadère. Donc, effectivement, il peut y avoir différentes solutions. Ma collègue mentionnait les brigadiers scolaires. Est-ce qu'on peut mettre ces solutions? L'école est prête à aller jusqu'où? La Ville a-t-elle des responsabilités aussi au niveau des infrastructures ou pour faciliter les éléments pour contrer ça? Donc, ça, c'est sûr qu'on veut aller de l'avant pour s'asseoir tout le monde à la même table et voir c'est quoi les solutions qu'on peut mettre le plus facilement possible en branle. Ensuite, l'enjeu de l'itinérance est effectivement, puis on l'a vu dernièrement, il y avait aussi des enjeux de sécurité qui étaient reliés à ça, en dessous du pont, les feux, des tanks à gaz et puis tout ça. Donc, évidemment, c'est pas acceptable. On le sait, les services que rend le Partage Saint-François. Et donc, effectivement, c'est aussi des enjeux de gang, donc de plusieurs organismes du milieu. On a la table d'itinérance, on a le travail de rue, on a... faut s'asseoir avec ces gens. Bravo, félicitations. C'est épuisant de se contraindre. C'est épuisant. Ben, en fait, donc là, on a fini notre soirée avec les 3 candidats du district Ascot.
J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, juste pour vous rappeler aussi que pour le vote, ça va être le 7 novembre. Les lieux de vote seront ouverts de 9h30 à 20h. Et on remercie la concertation de l'école La Roque Communauté, Ascot en Santé, d'avoir organisé cette soirée-là. On remercie également les 3 candidats d'avoir joué le jeu puis d'être venus avec nous partager leurs idées ce soir dans une super belle ambiance. Bravo. On remercie également le Café Baobab de nous avoir reçus ce soir, donc merci infiniment. Puis moi, je tenais aussi à remercier mon co-animateur, puis merci d'avoir pensé à moi pour animer cette soirée. C'était un réel plaisir. Merci Aïssé. Très enchantée. Merci. Donc, est-ce qu'on peut se laisser un petit mot de la fin? Chaque candidat, une petite minute 30, rapide. Un mot de la fin. Donc, on peut commencer par Karine, Geneviève, puis Christian. Ah ouais! Merci tout le monde pour cette belle soirée. Puis là, je ne perdrai pas de temps à remercier tout le monde. Vous êtes tous remerciés, considérez que vous êtes tous remerciés. Hey, c'est pas évident cet exercice-là, mais en même temps, c'est plaisant aussi, c'est la spontanéité. Puis je ne sais pas si on arrive à très, très bien rendre nos idées en 1 minute 30, mais en tout cas, je pense qu'on s'est très bien prêté au jeu ce soir. On l'a vu, on a quand même, on est d'accord, les candidats qui sont présents dans Ascot, sur plusieurs enjeux. Et donc, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est en lien avec ça, c'est que ce que j'ai à vous offrir le 8, c'est entre autres l'expérience de mes 4 dernières années, les relations aussi que j'ai créées dans le milieu, mais aussi avec les différents services de la ville qui me permettent, parce que c'est un peu comme ça aussi qu'on réussit, c'est en créant des relations. La politique, c'est beaucoup ça, pour faire avancer les dossiers, reconnaître les différentes portes d'entrée et me permettre d'agir plus rapidement et de façon plus concertée aussi pour les demandes du quartier. Donc, mes 4 priorités, si je peux les renommer, donc développement commercial de proximité, les déplacements actifs sécuritaires, une nouvelle école au cœur de notre quartier et aussi un environnement naturel protégé et connecté. Donc, le 8 novembre, moi, je suis prête à me mettre en action sur ces priorités-là et aussi de mettre mon expérience des 4 dernières années au service de toute la communauté. Merci beaucoup. Alors, ce sera très bref, je pense, parce que c'était pas préparé puis que ça me tente d'être juste dans le merci. De un, je pense que Ascot est en sécurité. Hein? Peu importe le résultat de l'élection, vous allez avoir quelqu'un qui va savoir, je pense, être à l'écoute de la population, je l'espère. Mais je rappellerai quand même que pour moi, le boisé, ça a été un feu d'allumage pour me présenter en ce moment. Et j'y crois. Et je pense que c'est essentiel pour le quartier, autant dans un aspect social qu'écologique, qu'on préserve ce boisé-là. Alors, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Jour 1 d'un mandat, c'est sûr que je commence à plancher sur le plan de parc régional et on aura tous ensemble une forêt accessible avec des sentiers pour toute la famille et un lien qui nous connecte avec les Nox. Sinon, j'ai envie de juste dire merci d'avoir été à notre écoute. J'espère juste pouvoir être votre conseillère pour être à votre écoute à vous dès le 8 novembre. Merci. Merci. Merci à tout le monde de votre présence et merci à l'organisation. Merci à Karine et à Geneviève. Puis, merci pour votre campagne. Ça fait qu'on part avec ça. C'est pas évident de faire une campagne. Fait que ça prend du guts, là, on va se le dire. Fait que, good job. Juste dire quand même, moi, j'ai appris à lire à l'école Saint-Joseph, qui est l'école des 80 aujourd'hui. Le parc-école porte le nom de mon père. J'ai terminé mon primaire à l'école La Roque, l'année de la construction du gymnase. J'ai été président d'Ascot en santé. J'ai été 2e vice-président du 100e anniversaire de l'école La Roque. J'ai été au conseil d'établissement de l'école Jean 23. J'ai été commissaire scolaire dans le quartier. J'ai une feuille de route. Je suis impliqué dans le milieu de développement social communautaire depuis 20 ans. J'aimerais ça, devenir votre conseiller municipal. Puis le 8 novembre, vous pouvez compter sur moi. Maintenant, peu importe votre choix, allez voter. Merci. Je
quand même prendre le temps de dire bravo à Geneviève, Karine, Christian d'avoir participé. C'est une soirée intense, puis vous avez été là pour nous, vous avez été là pour les citoyennes, citoyens. Puis je pense que vous allez bien dormir ce soir après l'échange qu'on a eu. Fait que je voulais quand même prendre ce temps-là de vous remercier personnellement pour ce moment-là. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Bonne soirée. Merci à ceux qui nous ont regardés sur Facebook, qui ont participé également. Donc, bon retour à tous et bonne soirée.